Le Carré rond, saison 7, épisode 15. Ça va être un épisode un petit peu moins facile cette semaine, les garçons, parce que, on a des petits ajustements à faire à notre chum Steve, qu'on va saluer dans 2 secondes. Mais aussi parce qu'on va parler, malheureusement. Tu sais, on en a parlé souvent dans des épisodes passés. Le monde de la lutte, c'est un monde, comment dirais-je, pas difficile, mais où beaucoup de gens nous quittent trop tôt pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure. Et on va parler de ça. On va commencer une nouvelle série. J'ai appelé ça Partie trop tôt, dans lesquelles on va y aller par tranche d'âge. Évidemment, il n'y a pas de discrimination. Là. Cette semaine, ça va être les personnes qui nous ont quittés dans la vingtaine. Mais donc voilà, fait que ça va être. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant. Donc, ça va être un petit peu moins facile, moins festif peut-être que les autres fois. En tout cas, dans le cas de cette chronique-là. Mais sinon, avant ça, on va faire un petit test de son avec notre chum Steve. Comment ça va, Steve? Hey, ça va bien, boys. Malgré que tout semble fonctionner tout proche de mon bord, là. Ça va bien. Ça va bien. Bon, écoute. Puis là, on a l'Estade de 44 qui nous dit « Première fois en direct, bon épisode, les boys. » Bienvenue, mon cher ou ma chère, des fois, sur Twitch, on ne le sait pas. Mais bienvenue à toi, puis merci, surtout. Merci d'être là. Puis toi, mon beau JC, comment ça se passe, ces affaires? Qu'est-ce qui arrive avec toi? Écoute, Martin, moi, en fin de semaine, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis extrêmement longtemps. Depuis 20 ans, j'ai joué une game de balle molle. Bon, parce que tu nous en as parlé un peu l'autre fois, là, mais là, tu as joué. J'ai joué, et comment je te dirais ça, Martin? Il y a quelques semaines, j'ai gagné un championnat de lutte, ça ne m'a pas fait aussi mal. Ah ouais, hein? Tu t'es réveillé raqué? Écoute, je me réveille raqué depuis le lundi. Je le sens encore. C'est correct, ça, faire un peu d'exercice. Non, écoute, je suis pas un grand sportif ni un athlète naturel, même doté d'un talent là-dedans, là, je te dirais. Là. Mais j'ai eu bien du fun, puis là, je veux prendre 2 minutes, si tu me permets, pour saluer la gang de l'équipe de Bad Attitude, avec Geneviève Lacasse, avec Charles Lavoie, entre autres, Julie. On avait Xavier, Michel, Mario. Ça, c'est ton team. Jacob. Oui, ça, c'est l'équipe Bad Attitude. On a gagné en plus. On a gagné 23-19, une belle game. C'est quoi? T'es sûr que tu joues pas au football? C'est pour ça que t'es raqué, là? Ah non, je suis juste vieux, là. Écoute, mais c'est ça, je veux saluer ce monde-là, puis tout le reste de la gang aussi qui était là, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont manqué cet événement-là, la gang de la lutte, c'est une belle fraternité. Puis on avait du fun, c'était léger. Il n'y avait pas de compétition avec personne. Puis, là, c'est dans quel coin, quel terrain vous étiez? On jouait à Verdun, au parc Robert-Terrien. OK, oui. Cool. Ça. Et puis, il va y avoir d'autres games là, d'ici la fin de l'été. J'espère. J'ai hâte de retrouver mon équipe d'ailleurs. Ça s'est bien passé, puis on a bon espoir que les choses continuent de bien se passer pour nous autres. Là, avez-vous des chances, le championnat, là? Écoute, moi, Martin, là, je mise sur un joueur dans mon équipe. OK. Xavier Ayotte. Ça, c'est un one-team player. Ouais. Il est partout. OK, ouais, je comprends. Il est partout sur le terrain. C'est lui, il est voltigeur à récours, il manque juste catcher. Il vend des pinottes en même temps. Bon, écoute, c'est cool, ça. Je suis content que c'est bon, ça. C'est bien, ça, de se maintenir actif. Dans le domaine de la lutte, on l'appelle Griddy. Puis la Griddy Mania va frapper éventuellement. Bon, c'est bien cool, ça. C'est bien cool. Toi, mon Steve, pour de ça, allons-y un petit peu dans le plus personnel, là. Tu commençais à te remettre un peu de tes régates, là? Oui. Là, tu vois, cette semaine, je suis en vacances, fait que c'est le fun. Tu vas boire, hein? Bon, oui. C'est reposé. Demain, on s'en va à New York. C'est bien, ça. Oui, c'est dans l'État de New York. Dans les Adirondacks, on va aller profiter du beau temps. On va espérer qu'il fasse beau, par exemple. Tu vas aller à Lake Placide, genre, ou... Écoute, c'est ma blonde qu'une de nos amis qui ont booké ça. Là. C'est une activité d'une descente de rivière en trip. Tu peux faire du rafting. Oh, nice. Ça a l'air vraiment cool. Puis après ça, on va se préparer pour un méchant stretch de lutte. Toi, t'as un paquet de fin de semaine dans la lignée, là, genre. Là. Ça commence samedi, là. OK.
Samedi, que je vais être à Havelock. Après ça, le 5, je suis au Barabas à une bonne microbrasserie qui organise un gros show de lutte dans Et je vais être là aussi avec toi, mon style. Ça va être tout un show. Oui, c'est vraiment, vraiment bien comme place. Après ça, je vais jusqu'à Sainte-Mélanie. Il y a possibilité de retourner à NSPW. Là, on est en train de checker les dates qui me restent pour l'automne. Non, c'est complètement cinglé, mon mois d'août, côté là. Là, les gars, là, je vais vous donner un devoir pour la semaine prochaine. Là, toutes les... Comme particulièrement toi, Steve, là, puis tu peux... JC est super bon là-dedans, là. Là, tout ce qui s'en vient, là, ça prend les affiches. Là, c'est correct, là, c'est les vacances, là, mais moi, je veux... Tu sais, c'était ça notre résolution pour la saison 7. Il faut qu'on fasse un peu plus de promotion. On en parle beaucoup, mais faire un petit peu plus de promotion de la lutte indie, là, la semaine prochaine, faut qu'on se remette en ordre. Fait que voilà. Parce que vous connaissez ça plus que moi, je le ferais bien, mais vous connaissez ça plus que moi. Fait que on va faire ça la semaine prochaine. Mais, les boys, il y a des actualités dans le monde de la lutte. On s'en va là, drette là. Startez-moi ça, que c'est qui a retenu votre attention cette semaine, messieurs. Moi, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de regarder Raw. Ben, moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, malheureusement, Kevin Owens blessé. La réalité, la vraie nature de la blessure, c'est que Kevin il a une côte de cassée présentement. J'ignore le temps de réhabilitation, mais une affaire que je sais, par exemple, ça c'est sûr, c'est SummerSlam la semaine prochaine. Oui, ben c'est ça. Ouais, c'est ça, là, exactement ça. Puis tantôt, de toute façon, ben, on va le faire dans les actus, là, parce que moi puis Steve, moi puis JC, on l'avait fait la semaine passée, mais on va refaire le tour du line-up aussi pour SummerSlam, parce que, comme vous le savez, bien sûr, ça fait partie du Big Four. Fait qu'on va avoir un watch-along. Steve, tu pourras peut-être pas parce que tu vas être en train de lutter sûrement, là, mais en tout cas. Non, c'est l'après-midi. On est dans l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Taboire. Fait qu'on va faire le tour. On va faire le tour de tout ça tantôt. Moi, il faut absolument que je parle de ça, là. Écoute, c'est... Ça me donne envie de me péter la tête ces murs, là. Brett, il aurait contacté la AEW pour dire « Hey, ça me tente d'être agent. » Puis il aurait dit non. Ben, moi, là, deux affaires. Brett, ça me surprend, là, parce que je pense qu'il avait signé un contrat de 10 ans de légende avec la I, lui-là. Là. Ça me surprend. Puis si tu veux être agent, pourquoi tu ne voudrais pas être agent à I à la place? Moi, la seule raison que je pourrais voir, c'est un très bon point, puis je suis 100% d'accord avec toi, mais moi, la seule raison que je peux voir, c'est qu'il aurait dit non, puis il n'est pas allé là. Il aurait dit non, Brett, t'es une légende, là, puis toi, tu sais, Brett, il veut retourner avec les boys. Bon, oui, il s'ennuie. Puis il aurait dit, va faire la légende d'un Comic-Con, puis tout. Puis moi, je pense qu'il est écœuré de ça. Je pense qu'il veut que ça sente la sueur. Il veut, tu sais, là. Moi, c'est ça que je pense. Puis j'ai l'impression qu'il y aurait probablement, peut-être s'est-il dit qu'à l'AI, c'était moins probable que ça puisse se produire, tout simplement. Hey. Peut-être parce que les jeunes talents de la IW avaient quelque chose, peut-être. Hey. Tu peux avoir Brett dans ton locker, tu lui dis non. Faut-tu que tu sois maillé? Faut que tu vives sur une autre planète. Tu sais, mais n'importe quoi. Tu sais, Brett, il me dirait, je veux vendre des peanuts. Viens-t'en! Tabarnache! C'est incroyable. C'est incroyable. Hey, à toutes les... Hey, là, faut que je dise de quoi, là. Moi, j'ai le nez fin, OK? C'est drôle, on parlait de ça, moi, ici tout à l'heure, avant que le show commence. Puis là, je le sais que Tommy, c'est les Mercronspi en même temps que nous autres. Je brise le kayfabe, là. Puis il vient de sauger comme il fait tout le temps au début de son show, puis ça sent la fucking sauge, là, partout dans la place. OK. Fait que, ouais, c'est ça, Max Lacloche. C'est comme dire non à Mario Lemieux dans l'entourage de ton club. Tu sais, voyons! Ouais, allô? Ben, c'est comme pas envoyer Wayne Gretzky en fusillade aux Jeux Olympiques de 98, là. Tu sais, Brett, là, ça va être le gars qui va te pogner
Luke, pas un Luke Perry, mais voyons comment il s'appelle. Jack Perry. Il va te pogner un Sammy. Il va te pogner un Guevara. Il va te pogner un MJF. Il va te pogner, tu sais, puis il va pouvoir lui donner. C'est pas un gars de Mike, Brett. Il l'a toujours avoué. Sur le Bret Hart-O-Meter, il s'est jamais donné une grosse note sur le mic. Mais dans le ring, man, t'as pas meilleur que ça. Ah, puis c'est les conseils que ce gars-là peut prodiguer. Non. Fait que moi, je t'assume. Mais c'est ça qui arrive, hein. Inquiète-toi pas que c'est pas des Sammy Guevara là, qui aimeraient pas ça travailler avec Bret Hart. Là. C'est peut-être plus des CM Punk de ce monde ou whatever. Là. C'est parce que Bret, pour lui, la lutte, c'est très, très, très sérieux. D'ailleurs, c'est le seul encore qui dit qu'il s'est fait voler la ceinture. Là. Jusqu'à quel point que les gens ont envie de travailler avec lui, même s'il est super bon, là. Tu sais, Bret Hart, il rentre dans une chambre, là, regarde à terre, regarde-les pas dans les yeux, là, et s'il dit que c'était pas correct, ben c'est vraiment pas correct. Moi, là, j'imagine Bret Hart aller voir les Young Bucks, dire, là, vos pieds, c'est ouais, c'est vrai, là. Votre Super Kick Party, c'est de la marde. Ben non. Ben non. Ben, tu sais, c'est ça pareil, hein. Fait que, tu sais, ça ferait peur. Je pense que ça ferait peur d'un sens, par exemple. Puis, tu sais, moi, je le dis souvent, c'est pas parce que Mario Lemieux te monte à patiner que tu vas devenir un Mario Lemieux. Steve, je comprends, là. Mais excuse-moi, là. Mais là, on va arrêter le niaisage, là. Fait que toi, là, t'aurais la chance, là, whatever, comment, puis pourquoi. Moi, là. je le prends n'importe quand. Bon, ben, c'est pas. Fait que tu rationalise-moi pas pourquoi ils ont dit non, c'est cave! Je suis d'accord, mais il a fallu que. Tu sais, je peux te sortir aussi que Pat Burns n'a jamais scoré un but dans la NHL, là. On sait tout ça, là. Mais là, c'est Bret! Je suis d'accord, c'est vraiment cave, mais on peut pas le rationaliser en disant hey, écoute, il y a des gars que ça lui ferait peur de travailler. Ben, moi, je te dis que la raison pour laquelle là, la AEW, là, puis ça, c'est la problématique la plus connue que moi, je me suis mal exprimé. C'est ce que je reproche à la AEW, puis je suis dans l'équipe de Jim Cornette là-dessus. Tony Khan, c'est ses dynamis, les Young Bucks, puis Kenny Omega, puis tout ça, puis c'est ses T-Body, puis toute la kit. Puis moi, je suis certain qu'à un moment donné, il est arrivé cette occasion-là, il en a parlé, puis il a dit, ben non. Lui, là, il est trop old school, puis la lutte, ça a changé, puis tu sais, tatati, tatata. Puis, tu sais, en pensant que Bret ne serait pas capable de s'adapter à ça, lui-là. Là. Il serait pas capable de comprendre. Ben, tu sais, on parle pas là, d'avoir un match avec une petite fille de 6 ans ou de lutter avec l'homme invisible. Là. Je te parle de donner des pointers. Là. Bret, il n'aurait pas fait 100 heures par semaine. Là. C'est maillet. C'est complètement ridicule. C'est épais. C'est sans dessin. Tu sais, regarde, tant qu'à ça, même affaire. Même affaire avec Sean. Même affaire avec Sean au Performance Center. Oui. Tu sais, ben non, là, Sean, là, tu sais, toi, tu faisais des backflips à la table à Mania 26, mais tu sais, nous autres, à cette heure, on fait des triples boucles piquées, là, tu sais. Voyons, ils n'ont pas dit ça, ils ont dit, viens-t'en, puis là, c'est sûr, la relation avec Triple H, ça change la game un petit peu, là, mais en tout cas, moi, je trouve ça profondément sans dessin. Bon, c'est quoi, ça a été quoi la logistique de cette rencontre-là? Ça a été quoi la conversation? Je le sais pas, mais c'est sur un podcast, en fait, que Bret aurait raconté ça. Puis, bon, regarde, là, c'est quoi? Si tu Bret, il a envoyé un texte à Tony Khan il a dit, moi, checker ça, ou, tu sais, est-ce que ça s'est fait? Parce que là, écoute bien, là, faut que j'en parle, là. Je me souviens plus c'était à quel show. C'était-tu à Evolution ou si c'était au dernier pay-per-view de la AEW ou Dynamite, je pense. Le dernier Dynamite que j'ai regardé. Ça va être la dernière fois que je vais en parler, je vous le promets, là. Mais hostie qu'ils sont cheap. Là, ils sont rendus qu'ils ont même les action figures d'Owen. Ah ouais, écoute, ça, j'en avais parlé, Martin, puis écoute, c'est... Je suis pas capable. Je le sais, toi, tu sais pourquoi, je le sais, mais c'est pas élégant. C'est pas classique. C'est pas élégant pour les fans d'Owen. Non. C'est manquer de respect aux fans d'Owen, ceux qui ont vraiment apprécié son travail dans le ring. OK? Ceux qui le réclament, justement. OK? C'est de manquer de respect à toute son histoire.
Tu sais, je comprends, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas le droit le plus strict de Martha de faire ça. C'est elle qui gère la mémoire d'Owen, puis c'est elle qui... C'est sa veuve. Puis c'est tout beau, là. C'est tout correct, ça. C'est pas ça, mon point. Mon point, c'est que Tony Khan, il aurait dû dire non. That's it. Mon point, c'est pas Martha, là. C'est pas le procès de Martha quand je dis ça, là. Ben oui, elle a trouvé des alternatives pour maintenir le nom d'Owen en vie. Je comprends tout ça. C'est tout correct. Ses enfants, tout est beau. Tony aurait dû dire non. De la AEW. Tony aurait dû dire non. Le move classique, ça aurait été de dire non. Puis, à la limite, si tu décides de faire ça, puis de le faire, tu sais, juste tenir un événement à Calgary, quelque chose de même. Non, là, c'est rendu qu'il y a un tournoi, des belts, de la merch. Tony, il aurait dû dire non. Il aurait dû dire merci, thanks, but no thanks. Martha, l'affaire qu'elle aurait dû faire, ça aurait été de s'associer avec du monde. Là, c'est pas moi qui va dire. C'est pas moi qui va dire quoi faire à Martha. Ce que j'aurais trouvé cool, ou l'idée que moi j'aurais peut-être eue, c'est arrêter de dire fais un gala à Calgary, ressuscite Stampede un soir par année. OK? Fais l'événement. Associe-toi, si tu veux, à la AEW. Demande-leur de l'aide. Demande à Chris Jericho. Il était là à Stampede. Demande à Lance Storm. Demande aux gars qui ont passé par Stampede, là, qui sont encore dans... Puis fais un gala. Ramasse l'argent. Donne ça à la fondation. Donne des belts. Whatever. Mais là, ce qui se passe, moi, ça m'écoeure. Moi, ça m'écoeure. Tony Khan, il a manqué de classe là-dessus. Il aurait dû sauter son tour. Hey, il vient d'une famille de milliardaires. Là. Je comprends là, que, regarde, mais vends-moi pas que ouais, c'est parce qu'on veut honorer la mémoire d'Owen Hart. Non. Hey, ta gueule. Moi, ça m'écoeure. J'aurais adoré ça. Tu sais, là, t'aurais pu avoir le gars de Davey Boy. T'aurais pu avoir Natalia qui serait allée faire de quoi. Tu sais, t'aurais pu tout mettre le monde de la lutte puis du monde qui ont rapport avec cette affaire-là. Tu ressuscites Stampede Wrestling un soir par année. Tu ramasses du cash. Tu donnes ça à la fondation. Tu mets ça sur Fight TV. Tu sais, tout. Pas Tony Khan qui ramasse ça puis qui coupe des deals de licensing, de la figurine d'Owen, puis des tournois, puis des ceintures, puis des... Fuck off. Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure bien raide. Je trouve que c'est un manque de classe probant. Puis en plus, tu veux pas avoir Brett dans ton locker? Tabarnache. En tout cas, vas-y, JC. Ben écoute, en parlant d'un manque de classe, on va aller à quelqu'un qui sait faire preuve de grande classe. Les boys, on parlait de Dwayne The Rock Johnson. Bon. Ça grève des acteurs en ce moment. Des gens qui en arrachent dans la vie, puis on comprend, là. Ils l'ont dur. Puis The Rock a fait un don. Le plus gros don jamais fait en argent au syndicat des acteurs. C'est un don dans les 7 chiffres. Ils veulent pas divulguer le montant, mais c'est dans les 7 chiffres. Faut aussi bien avoir donné comme 10 millions. Là. Ouais. Parce que là, l'affaire... non, d'un 10 millions, ça serait 8 chiffres. Ouais. Ça serait d'un million, OK, d'abord. D'un million. Ouais, ça serait d'un million. Mais c'est le plus gros don jamais fait. Oui, mais il vient de signer The Rock, je pense, il y a 2 semaines, là, pour son prochain film, où ce qui devient l'acteur qui ont établi une nouvelle balise. Il vient de signer 51 millions pour son prochain film. Oui, c'est du jamais vu. Mais là, je veux juste, parce que j'ai lu là-dessus aujourd'hui, là, je veux juste faire comprendre, là, c'est parce que là, l'affaire qui se passe, là, c'est que c'est la Screen Actors Guild et la Screenwriters Guild. Donc, les auteurs et les acteurs... En fait, ce sont les acteurs qui se sont joints aux auteurs. On va faire un aparté bien vite. Puis c'est la première fois depuis une affaire comme 60 ans ou des années 60 que les deux sont en grève en même temps. Puis là, ben la réaction de beaucoup de gens, c'est de dire, mais là, je suis en se plaindre, les acteurs, s'ils font du... Non, là. C'est parce que c'est pas tous les acteurs là, qui font 50 millions par film, là. Tu sais, ça inclut aussi le dude qui est figurant, ça inclut le dude qui joue le gardien de sécurité quand que le héros arrive dans le parking. Tu sais, fait que c'est bien plus tout ça, là, qui entre en ligne de compte. Puis là, ben
dans les revendications qu'il y a, c'est quand même important, là, parce que la lutte, on est quand même dans l'entertainment. Puis, fait que là, ils veulent que les régimes de pension puis les soins, là, tu sais, c'est quoi, les avantages sociaux soient élevés. Et ils veulent avoir des protections contre l'intelligence artificielle pour éviter, justement, qu'il y ait moins de rôles qui soient donnés à des humains puis que ça se fasse en CGI. Dont, évidemment, Disney, qui est propriétaire du cinéma mondial, là, on va le dire de même. Là, ils ont tout, MCU, Star Wars, name it. Puis, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, je veux pas vous dire quoi penser, mais faites pas l'erreur que c'est du monde avec le ventre plein qui se lamente, là. Non, c'est du monde avec le ventre plein qui se lamente pour du monde qui ont pas le ventre plein et dont des gens que s'ils allaient au lutrin pour revendiquer ça, on n'aurait aucune calice d'idée c'est qui. Fait que c'est pour ça que tu vois des Bryan Cranston, puis c'est pour ça que tu vois des The Rock, puis c'est pour ça que tu vois du monde. Fait que, tu sais, c'est pas tous les gens qui interviennent dans le milieu cinématographique qui sont des gazilliardaires, là. C'est pas vrai, ça. Non, tu sais, il y a les acteurs qui font les films corporatifs, il y a toutes sortes de métiers là-dedans, puis c'est ça, c'est pas tous des millionnaires. Les acteurs, regarde, Christian Slater a dit, justement, là, je suis plus en presse, j'ai lu ça. Tu sais, son père, à Christian Slater, c'est un acteur de mid-carder, on va dire ça de même. Puis, tu sais, lui, il affirme que, tu sais, dans les choses dans lesquelles il voulait couper ou qu'il voulait pas rehausser, ben, tu sais, son père, il a eu une bonne qualité de vie à la fin de ses jours à cause de ça. Fait que, tu sais, il ne pouvait pas enlever ça ou, tu sais, diminuer ça, là. Puis son père n'a jamais été une mégastar comme son fils, là. Christian Slater, je dis, mégastar, peut-être un peu, mais en tout cas, tu sais, vous savez tout de qui je parle, là. Ah, il a fait de bel argent, là. C'est ça. Fait que c'est ça, mais. Fait que, oui, ça, c'est pas mal plus classique. Moi, si j'étais The Rock, je les achèterais toutes. J'achèterais toutes les figurines d'Owen. Puis je les garderais dans mon garage. Hey, justement, les gars, vous parlez de l'AEW là, tantôt. Il y a plusieurs personnes qui s'attendaient au départ de Dustin Rhodes. Ouais. De l'AEW. Même lui, il avait confirmé que son contrat terminait en juillet de 2023. Mais voilà que Fightful précise qu'il reste encore 14 mois au contrat de Rhodes. Ah, mais il ignore s'il a signé une prolongation ou bien c'est parce qu'il a été blessé sans qu'on le sache puis que son contrat a été gelé. Je suis sûr que c'est ça, moi. Ah, moi aussi, je suis sûr que Khan est tellement meilleur qu'il s'est dit, écoute, on va continuer à le payer à la place. Ben non, mais au pire, ce qu'ils vont peut-être faire aussi, c'est qu'à partir du moment qu'il sera plus blessé, faites un road agent avec ce gars-là. Il a du véhicule en taboire, là, puis il a été en dessous du learning tree de son père Dusty, là. C'est pas un maillet, là, quand tu parles de lutte, Dustin, là, puis ses démons ont l'air derrière lui. Fait que, tu sais, c'est tout de bon augure. Ben, parlant de maillet, ben, écoute, moi, j'ai appris ça en faisant mes petites recherches aujourd'hui. Il y aurait déjà eu, là, le titre, en fait, de gala privé, c'est un petit peu exagéré, mais un des politiciens que je déteste le plus sur la face de notre planète Terre, c'est Ron DeSantis. Et, on ne se fera pas de cachette, là, Vince McMahon, c'est un républicain, Triple H aussi. Là, il aurait déjà tenu un petit événement privé pour Ron DeSantis au Performance Center parce qu'il trippe bien gros, c'est à WWE, puis c'est Kid aussi. Puis, ils ont tenu un événement là, parce que là, Ron, qui, rappelons-le, gouverneur de la Floride et un maillet olympique, qui veut enlever il veut enlever des cours d'histoire sur le territoire de la Floride, tout ce qui concerne le racisme. Les trans n'ont pas le droit d'aller dans des toilettes publiques. Bon, vous voyez le style, là, j'en parle un peu partout. Mais là, il y a une worker qui a travaillé pour NXT entre 2021 et 2022 qui a confirmé dans une entrevue sur Vice TV qu'elle avait participé à cet événement-là. Je ne vois pas ce qu'elle aurait à gagner de compter de la boîte à ce sujet-là. Là. Fait que... puis là, on s'entend, là. Je veux dire, le Performance Center, puis la WWE, puis NXT, puis tout le kit, les boss, ils feront bien ce qu'ils veulent avec ça, mais... Vous autres, vous pensez quoi de ça? Moi, j'en parle parce que j'haïs Ron DeSantis pour m'en confesser, là, mais...
Ben, moi, ce que je pense, c'est que le Performance Center semble beaucoup plus actif qu'on pourrait même le penser. Tu sais, je suis même pas surpris que Vince ait fait ça puis qu'il ait tenu ça au Performance Center, là, pour dire vrai. Moi, Vince, il n'est pas à une déception près de me jeter en bas de ma chaise. Non, moi en non même plus. temps, c'est ça, c'est sa compagnie, c'est un événement privé. C'était sa compagnie. C'était sa compagnie, oui, tout à fait. C'est un événement privé. Ils vont en Arabie Saoudite aussi. Tu sais, dans une autre place, les droits des femmes, c'est pas quelque chose de génial là-bas. Là. C'est clair. Mettons que la compagnie a le don de se contredire dans le mouvement des droits des femmes, puis aller là-bas en Arabie Saoudite, puis appuyer Ron DeSantis. Souvenez-vous, à un moment donné, on avait parlé de Gable Steveson, puis du fait qu'on le trouvait maillet parce que, il est allé dire... En tout cas, on savait pas trop c'était quoi. Je sais qu'il se garoche, là, parce que là, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, 2 Mania qui nous le sortent? Ou un, en tout cas, dans lequel, il présente... Je l'ai pas vu cette année. Ben non, t'as raison, c'est l'année passée, mais il présente au monde, il n'arrête pas de le sortir. Puis rappelons que Gable Steveson, c'est un médaillé olympique en lutte. C'est un genre, on essaye un peu, on dirait qu'on essaye un peu de nous le vendre comme le prochain Kurt Angle. Là. Puis là, il a challengé Baron Corbin à NXT Great American Bash. Puis là, on devrait enfin voir le monsieur s'exécuter dans le ring. J'imagine que ça va être un match et ils vont faire 2 minutes, là, genre. Là. Il va nous montrer son finisher. Corbin va avoir l'air fou, puis quelque chose dans le genre. Parce que là, Corbin s'est rendu le jobber de Stars. Là. C'est un peu comme Omos, là. C'est les 2 plus gros jobbers de la WWE. Mais... je ne sais pas où ils s'en vont avec ça, Gable Steveson. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire. Si tu me permets, Martin, vas-y. Ça a été long, son développement. Ouais, ben c'est ça que ça donne comme impression. Qu'il en parle. Ouais. Il y avait des rumeurs qui étaient sorties il y a une couple de mois. On en avait parlé d'ailleurs dans un épisode. Puis c'est ça disait qu'au niveau de l'attitude, c'était pas génial. Puis que, tu sais, il y avait bien des informations qui avaient filtré comme ça. Moi, je serais pas surpris que c'est ça qui nous arrive, qui nous spot ses finishes. Moi, je suis convaincu qu'il va sortir l'Angle Slam ou l'Ankle Lock. Ouais, l'Ankle Lock, c'est parce que tout le monde le fait à Star, mais l'Angle Slam, il n'y a personne qui l'a pris, par exemple. Non, en effet. Non, personne, c'est le finisher de personne, à ma connaissance, l'Angle Slam. As-tu vu quelqu'un faire ça depuis, toi? Non, pas récemment, là. Non, c'est ça. Fait que, mais bon, c'est weird. C'est weird. Mais le gars était prévu être une méga star. Là. Ben, soit que c'est ça, j'en dire, soit qu'on va être la mâchoire va nous lâcher ou qu'on va dire, voyons donc, quel est ce flop. Ben, c'est parce que là, l'affaire qui arrive, là, c'est que, tu sais, Kurt Angle, là, ça a été un worker d'un talent exceptionnel. Je vais aller loin là, dans ce que je vais dire, là, mais générationnel. T'sais, as-tu vu un autre Kurt Angle depuis, là? Non. Non. Bon. Le gars, il arrive là, puis tu sais, l'histoire de Kurt Angle ressemble un petit peu quand même, je vais préciser, là, mais ça ressemble un petit peu à The Rock. C'est-à-dire que ils sortent, tu sais, bon, première affaire, la première fois que Kurt Angle a été vu autour d'un environnement de lutte, là, vous autres, vous allez penser peut-être que c'est à WWE, c'est faux. C'est à ECW. Oui. Et ça a été pendant le fameux match où il y a eu une crucifixion par Raven. Et Kurt Angle est un avide catholique et il a sacré son camp de l'aréna. C'est du Heyman, ça. Puis, il s'est poussé. Après ça, il est arrivé, il s'est fait faire une offre par Vince. Vince lui a fait l'offre la plus pire que Mark Henry. Là. Personne, il n'y a aucun rookie qui s'était fait faire une offre comme Kurt Angle s'est fait faire. Puis, il a refusé. Il a demandé d'autres affaires. Vince, il a dit « Shine it ». Il est parti sur son bord, puis il est revenu, puis finalement, ben, il a dû se résigner à une offre beaucoup plus basse de Vince, là, puis il est revenu sur la terre. Et finalement, ça a été... Écoute, Vince, il a dit « Tu vas te présenter comme un héros olympique avec ton petit drapeau, puis tout le kit, puis le monde va te huer. » Ben oui, alors, c'est impossible, ça. Non, je te le dis. Et c'est comme ça que ça a commencé, Kurt Angle. Mais... Oui.
quand il est arrivé dans le ring, il pouvait backer tout ce qu'il disait. C'est ça l'affaire. Et écoute, est-ce que vous avez déjà vu, vous autres, messieurs, le monde dans le chat, avez-vous déjà vu un mauvais match de Kurt Angle qui a été gelé ses pelules, le cou cassé, que ce soit contre un worker, rookie ou n'importe quoi? Est-ce que Kurt Angle a déjà une seule freaking fois eu l'air fou dans un ring de lutte? Ben, dans ses derniers matchs, à la fin de sa carrière, oui, là, malheureusement. Mais à l'époque où il était à son meilleur, non, écoute, il y a eu des matchs extraordinaires. Là. C'est quoi le match auquel tu réfères qui a eu l'air fou? Contre Baron Corbin à WrestleMania. Après sa retraite. Oui. Puis qui est revenu. C'est ça, c'était cette section-là de sa carrière. OK. Mais là, regarde, là, moi, il donnait. Mais tout le reste, là, quand il était actif sur le roster, c'était pas une légende. Écoute, à TNA aussi, là, les Ben combats de fous à TNA. Ben oui, il y en a plein. Le three-way, je me souviens plus c'était quoi, Slammiversary ou je sais pas trop. Avec Samoa Joe et Sting, si je me trompe pas. C'était garde, là. Fait que là, bon, là, je vais raconter mon petit spiel sur Kurt Angle. Puis là, t'arrives, t'as Gable Steveson qui arrive. Puis là, tu commences tout de suite avec des comparables. T'es mort. C'est fini, là. Parlez de ça à Jonathan Drouin. C'est terminé, là. T'as aucune chance, là. T'es ballé, là. Fallait pas qu'il sorte ce nom-là. C'est comme quand Vince a décidé de scraper des Ascension à Raw, tu sais. Dites qu'ils sont... Tu sais, là, vous allez aller dans le ring, vous allez prendre le micro, vous allez dire que vous êtes meilleur que les Road Warriors. C'est fini. C'est terminé. Tu sais, tu cancelles tout. C'est cave à côté, là. Fait que, les gars, fait que là, Gable Steveson, il y a une seule affaire qui peut le sauver, c'est que Corbin, c'est un bon worker. Fait qu'il va pouvoir le traîner, là, mais moi, je te prédis 2 minutes, 3 maximum son match. Oh, et puis... moi, je m'attendais pas à ce que son premier match aille à NXT. Je m'attendais qu'il serait ses gros des autres shows. Tu vois, justement, ça démontre que son développement se déroule peut-être pas aussi bien que prévu. Ben, garde, moi, je pense qu'ils se sont réveillés en chemin. Je pensais que ça se peut. Puis, écoute, avant qu'on termine les nouvelles, les boys, je vais vous parler d'un gars dont on semble se crisser profondément, mais qu'on risque de revoir sûrement à SummerSlam, c'est Bray Wyatt. Oh. Parce que là, il parle de le ramener probablement dans le combat entre Cody et Brock là, pour faire un storyline avec Cody, des promos de Second Generation, toute la patente, puis marchera pas. Ça serait ça. Le monde s'en sac. Le monde s'en fout. Mais regarde, moi, le train ça passé. serait dans les plans de ramener Bray Wyatt. Ouais. Moi, ce que je me souviens, c'est que Brock avait travaillé avec Omos à WrestleMania parce qu'il ne voulait pas travailler avec Bray. Oui, ça c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu ça. Hey, ouais, vas-y. Moi, j'irais plus me faire arracher dans de sagesse à frette que regarder un autre match de Bray Wyatt. Bon, écoute, on te souhaite bonne chance. Je vais t'arracher des dents dans la vie, je vais regarder le match de Bray Wyatt. Des bonnes nouvelles. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. La rumeur est de plus en plus persistante à l'effet que la I embaucherait Brian Pillman Jr. Qui était tombé. C'est fait, Martin. C'est réglé? Bon, parfait. C'est fait NXT. Bon, excellent. Moi, je suis super content parce que j'étais un grand fan de Pillman, son père, mais je l'ai vu aller un peu à AEW. Tu sais, il y a définitivement du potentiel. Tu sais, je suis confiant qu'il va être en bonne main, justement, à AI, là. Tu sais, c'est bien beau, là, le Nightmare Factory, là, puis tout, là, mais, tu sais, c'est pas le Performance Center, là. Tu sais, c'est pas la même affaire pantoute. Puis là, ben, moi, je pense que Pillman, il a juste besoin d'encadrement un peu, puis, tu sais, du monde qui vont lui donner du bon coaching, puis qui vont prendre leur temps avec lui, tu sais. Envoyez-les pas à Raw demain, là. Envoyez-les pas d'un main event d'NXT, là. Tu sais, faites-les payer ses 12 un peu sans dire qu'ils n'ont pas payé, parce que ça fait un bout quand même qu'ils roulent là, sur les Indies, mais je suis bien content de ça. Il y a le nouvelle-là. Potentiel de devenir une méga star à NXT. Moi, je pense que oui. Tu parles de bonnes nouvelles, Martin. Moi aussi, j'en ai une pas bonne nouvelle. Ça serait confirmé d'ici la fin de 2024 à Orlando, aux États-Unis.
là même où il y a le Performance Center. La création du Hall of Fame de la WWE. Ben là, il était temps, là. Une place qu'on peut aller puis qu'on va voir. Une place qu'on peut aller, puis d'ailleurs, il y aurait plusieurs items qui seraient, je sais pas si vous vous souvenez de la série Treasure. Je l'ai tous vu les deux, moi, là. C'est ça. Plusieurs items de Treasure seraient là. On pourrait aller voir ça, puis faire « Wow, man! » Tu sais, te rappeler des souvenirs. Je pense que c'était temps. C'est un moyen temps. Ben oui. Et ce que je me demande, un coup qu'il y en a un, là, une place pour aller voir, Martha Hart, elle va dire quoi pour Owen? Elle va dire non. Elle veut rien savoir, Steve. Il n'y a aucune possibilité. Ça. Aucune. Autre bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez écouté Dark Side of the Ring avec la vie de Bam Bam Bigelow. Non, j'ai pas. Je suis rendu là. J'ai fait Abdullah la semaine passée, mais j'ai pas fait Bam Bam. Bam Bam Bigelow était interprété par Maxime Lemire, un lutteur de la scène indie au Québec. Ah, c'est cool, ça. Puis, dedans, on est supposé de voir Taz, qui est interprété par Marco Estrada. Ah oui, hein? J'ai vu l'information que Maxime Lemire avait pris 30 livres pour le rôle. Ouais, puis, c'est cool, ça, j'ai hâte de le voir. J'ai vu les photos que Max a mis, écoute, ils ont dessiné les flammes sur la tête, puis toute la kit. Ouais. J'imagine qu'ils ont parlé aussi de l'héroïsme de Bam Bam Bigelow. Là. J'espère qu'ils ont raconté ça. Oui, ça a été mentionné dans l'épisode. Martin, je pense que cet épisode-là, tu vas le dévorer. Bon, ben écoute, j'ai pas détesté du tout celui d'Abdullah. D'ailleurs, on peut en parler de quelques secondes. Là. Puis je veux pas, je suis désolé, les amis, là, je veux pas divulgacher quoi que ce soit, mais je vais prendre juste 2 secondes. OK, je veux juste dire de quoi. Là. J'ai rien contre le gars. Là. OK? J'ai absolument rien contre Devin Nicholson. OK? Rien. Je consomme sa chaîne YouTube depuis des années. Il y a des shows d'interview là-dessus que c'est parmi mes préférés. Celle de Shane Douglas, entre autres, là, c'est vraiment cool. PCO, c'est vraiment cool. Celle avec Jacques Rougeau, c'est presque 3 heures. Il raconte la feud avec Dynamite Kid au grand complet. Raymond, même affaire. Ronnie Garvin, il y en a plein. C'est une des meilleures chaînes. De fond. Oui, c'est une des meilleures chaînes de show interview. Mais je le piffe pas, le gars, si je te le dis. Mais il m'a rien fait, puis j'ai rien contre lui. Je ne suis pas en guerre contre lui, là. C'est pas ça. Sauf que là, tu vois, dans Dark Side of the Ring, je trouve que, justement, on l'a... j'aime la façon dont on l'a présenté. Parce que c'est ça, moi, c'est comme ça que je vois Devin Nicholson. Je suis content que Tony Atlas il ait dit, garde, t'es dans une business que c'est ça, ce business-là. Tu sais, présente-toi pas en victime après. C'est old school au bout, là. On s'entend, là. On n'est plus à l'époque des territoires, puis on n'est plus à l'époque de la blade dans le tape sur le bout du doigt. Je comprends. Mais enfin, parce que Abdullah the Butcher, c'est dites ce que vous voulez, parce que je vais enchaîner avec un dernier sujet pour les actualités après. C'est probablement un des gars qui a vendu le plus d'étiquettes pendant le plus longtemps de l'histoire de la lutte moderne. Écoute, tu mettais Abdullah quelque part contre n'importe qui, tu vendais des étiquettes. On en a parlé de ses feuds légendaires avec Bruiser Brody, là. OK. Mais tu aurais pu booker Abdullah contre Little Beaver. Tu aurais rempli Paul Sauvé. Ouais. Puis c'est un peu plate quand même la façon dont la vie de ce gars-là va se terminer. Ça va être pas une scène dans l'oubli le plus total. J'ai pas entendu ben du monde, moi, dire, à part cette aventure-là, cette mésaventure-là. Puis je compatis au sort de Devin Nicholson aussi d'avoir perdu son contrat avec la I. Là. Je compatis au 100 000 à l'heure. Pourquoi, je pose la question, pourquoi dans ce fameux gala-là, t'es arrivé là, puis t'aurais pu dire à Abdullah, blade pas, là. Je veux pas qu'on blade aujourd'hui. Là. Ou toi, blade toi, mais moi, je veux pas que tu sais. Surtout, d'autant plus que, tu sais, à ma connaissance, dans le timeline des affaires, tu l'avais, ton contrat. C'était réglé, là. Fait qu'en tout cas, je
Je trouve ça facile. Je trouve ça facile de fesser sur un gars qui a passé sa... J'étais content aussi de voir Mick Foley en parler, tu sais, puis je trouve ça... Regarde, toutes les personnes qui sont analphabètes, là, ils ont une affaire en commun, OK? Pensez à Jacques Demers, pensez à lui, pensez à du monde dans vos vies que vous avez croisé. Merci, Toyori. Leurs proches puis le monde qui les ont côtoyés le savaient pas. Ça, c'est un fait immuable. Jacques Demers, il venait à bout de s'organiser. Il a été coach dans NHL pendant je sais pas combien d'années, puis il savait pas lire. Il a coaché 3 équipes, il a gagné une Coupe Stanley. Fait que sortez-moi pas que, ben ouais, mais là, fait que, tu sais, puis Mick Foley dit un peu la même affaire. Fait que je trouve ça juste plate qu'au final, ben, tu sais, Abdullah the Butcher va mourir, pas une tôle. Puis, écoute, là, il dit lui-même dans Darkseid, là, je suis en très, très mauvaise shape financière. Là, tu sais, regardez bien, là. Fait qu'en tout cas, Mais ça, je pense, c'est... Il y a une des épisodes de Darkseid qui était la plus botchée, c'est celle d'Abdullah, je pense. Là. Écoute, pas de mention de Montréal. Tandis qu'Abdullah, un de ses territoires qui était le plus connu était Montréal. Il était connu partout, Steve. Pardon? Il était connu partout. Oui, mais tout ça parce que ils n'ont pas réussi à rejoindre Gino Brito, parce que Gino n'était pas disponible pour monter à Toronto, faire des entrevues on-cam. Là. C'est pour ça qu'ils ont volontairement mis Montréal de côté. Puis que Hannibal dise « J'ai sorti Abdullah de la lutte ». Voyons, t'as rien sorti. Non. Ça, j'ai trouvé ça bien cheap. Mais tu sais, je voulais pas aller là. Je voulais pas aller là, Steve, mais tu sais, moi, je veux juste dire que la façon dont on présente Nicholson dans Dark Side of the Ring, je pense que c'est la bonne. Moi, juste dire ça. Je veux pas en rajouter. Je veux pas fesser sur le gars. Mais bon. Fait que je pense que c'est lui. Mais j'ai bien hâte de voir Bam Bam. JC, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je sais que tu veux terminer avec une autre nouvelle, mais avant, Martin, on ne peut pas closer les actualités sans parler de Dirty Dom. Tu sais, le gars, il a fait du hard time, il est maintenant NXT North American Champion. Mais la semaine passée, il a réalisé quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Dirty Dom a été dans les main events de Raw, de NXT et de SmackDown. Et personne n'avait fait ça avant. Ouais, mais je veux pas te faire la même semaine. Je veux pas te faire de peine, JC, mais il a pas réalisé ça. C'est scénarisé. Ouais, je sais. C'est un work. Oui, mais ça s'est jamais fait pareil. Ça n'a jamais été fait pareil. Hey, c'est quoi l'histoire, là? Habs in Vegas, première mention sur le chat, premier message. Bonsoir, les boys. Première opportunité d'assister live au show. Ben, bienvenue, mon cher. Vous êtes deux à soir, les nouveaux. Je veux finir parce que j'ai regardé en fin de semaine, Blood and Guts, qui était en fait Dynamite de la semaine passée. Moi, les gars, je vous le dis, là, là, ils ont fait un genre de War Games là, avec 2 rings puis tout. Là. Moi, les gars, je vous le dis, là, les jobs de cochon à AEW, je suis plus capable. Ça veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien. À toutes les fois, tu vois John Moxley, il blade. Fait que ça n'a plus aucun fucking impact. Je suis tanné en sacrament. Là. Ben, c'est ce que je disais il y a 2 chroniques, je pense, que trop, c'est comme pas assez. Ah non, ça n'a plus de signification. Oui, Blade d'un main event de pay-per-view? Pas d'un show de TV? Puis, c'est le pire, là. Moi, je comprends pas qu'il n'y a pas personne qui a réalisé ça, là. C'est pas bon. C'est pas bon pour ton auditoire parce qu'il y a des parents qui vont faire comme « Ah non, on peut pas écouter ça avec les kids », fait qu'ils leur écouteront plus. Sais-tu où je suis rendu, Steve? Moi, là, je suis rendu là, que je me dis, tu t'en vas backstage, là, mettons, tu fais partie du staff de la AEW, là, puis t'es là un mercredi là, à Dynamite, là. Puis là, John Moxley, il est backstage, puis tout, là, puis il est en train de se psycher up là, pour son match, là. Tu dis « Hey, salut, Mox, comment ça va? » Puis il blade. Ah, ça n'a plus de sens, là. C'est ça. Ça n'a plus de bon sens, là. Fait que bon, en tout cas. D'accord. Hey, j'ai une dernière nouvelle. Ben ouais, vas-y. Moi aussi, j'en ai une autre. Ben vas-y, Steve. OK. La 37e édition de Survivor Series, un des Big Four, va avoir lieu le 25 novembre en direct de Chicago.
Puis il semble que la direction de la WWE là, a décidé de récidiver parce que tout s'enligne pour que les main events masculins et féminins soient des matchs de type Wargame. C'est juste moi, là, parce que moi, je m'ennuie des fameux et des traditionnels Survivor Series matchs. Moi, on dit que j'aimais ça. C'est parce que t'étais petit, Steve. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, quand ils le refont, c'est plate à mourir. C'est des matchs qui représentent rien. C'est ça. Ben là, c'est mon opinion. Tu as le droit de penser que c'est cool. Moi, je trouve pas ça cool. Mais c'est des exhibition matchs. C'est ça que c'est. C'est rien d'autre. Il n'y a pas d'enjeu. C'est ça. Ah non, ils en mettent un ou deux par Survivor Series. Un de femme, un d'homme, généralement. Ouais. Puis, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Puis l'affaire qui arrive, là, Steve, je te soumets ça très respectueusement. T'sais, à l'époque, c'était des. On appelait ça des occupational gimmicks. Tu sais, tu avais Duke the Dumpster Drozy, tu avais The Goon, tu avais. Où il y avait des thématiques. Rappelle-toi quand Shawn Michaels est arrivé avec ses Knights. Puis on était petits. On était jeunes. On avait 16, 17. Puis là, c'était cool, c'était sympathique, cool. C'était nouveau. Mais tu sais, à cette heure, on a tout eu dans four-way. On a tout vu. On a tout eu. Il y a eu War Games depuis, il y a eu le Rumble, il y a eu... Tu sais, là, c'est comme... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ceinture. À la limite, j'aimais mieux Raw contre SmackDown, j'aimais mieux ça. Il y a un enjeu. Les Survivor Series Classic Match, là, ça a commencé à s'en dire en 94. Ça a commencé à tourner en rond pas mal. En 95, ils ont essayé de faire le Wild Card Survivor Series Match. Là, ils ont mélangé, ils ont fait des teams de heel et de face ensemble. Ça a duré une année. On a des questions, les boys. Wawa Tata Wow qui dit est-ce que c'est juste moi qui trouve ça cave de ne pas avoir JJ dans le tournoi Owen Hart? C'est qui JJ? C'est-tu moi qui comprends pas? JJ. Ouais, je sais pas de qui tu parles, JJ. Anyway, il va nous répondre. Abs in Vegas, parlant de la AEW, Martin, ici, le Corégon, c'est un podcast de lutte old school, puis il s'est passé quelque chose de très old school. Ah oui, donc. On a vu Billy Gunn assis dans le milieu du ring, délasser ses bottes, les enlever, puis les laisser là. Ouais. Fait que c'est fini? C'est fini. Ah, il y a quoi, 62, lui? 61. 61? Ah, il est-tu en shape? Ah, c'est incroyable. Écoute, j'ai écouté un show d'interview avec lui récemment. Là, c'était... Jeff Jarrett, OK, je vais te répondre après. Je leur ai pris 2 heures de plus. Non, il y a des histoires incroyables à raconter, ce gars-là. Lui et Road Dogg là, sont pas mal cool à écouter. J'aime bien son show à Road Dogg. Jeff Jarrett, dans le truc, Jeff Jarrett, je l'écoute, son My World, là, je l'écoute, c'est avec Conrad Thompson, là, puis je l'écoute pas mal, son podcast. Là, je ne les ai pas tout entendu, mais il a été très, 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 très affecté, lui, évidemment, par le décès d'Owen Hart, parce qu'il était bien tête aussi, puis il avait été... Puis c'est parce qu'il n'y a pas juste ça, les amis, c'est que ce sont des fils de promoteurs, toutes les deux. Jerry... Stu Hart, un peu la même affaire. Oh oui. Fait que peut-être que c'est ça. Je sais pas. C'est un bon point. C'est une bonne question. Écoute, moi, peut-être que Jeff Jarrett a juste dit non, moi, je veux pas être associé à ça aussi. Là. Ça se peut. Là. Peut-être qu'il trouve maillet, Tony Khan, comme nous autres aussi. Là. Ça se peut, ça. Fait qu'en tout cas. Ben, ça va être ça, les boys, parce que moi, je n'ai pas... Ben, on pourrait en parler, des actus, il y en a tout le temps beaucoup, là. Mais là, on a pas mal d'affaires qui s'en viennent. Fait qu'on va faire une très courte pause, puis on va revenir avec la chronique à Steve. Tout de suite après ceci. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Hey, j'entends Jake, ça me fait penser. Si vous n'avez pas vu ça, dépêchez-vous parce que je vous en parle souvent. Kayfabe Commentaries, je tripe sur un gars qui s'appelle Sean Oliver, qui était l'instigateur de cette affaire-là.
Puis actuellement, gratuitement, parce que c'est une plateforme payante, c'est derrière un paywall normalement. Si vous allez sur YouTube, faites une recherche Kayfabe Commentary, il y a le segment qui s'appelle You Shoot. C'est une formule là, dans laquelle Sean Oliver reçoit des questions des gens d'avance, puis il est assis avec un worker, puis il y a des vidéos là-dedans, puis là, c'est Scott Hall. Fait que si vous voulez aller voir... Taboire qui est cool, ce gars-là. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Si vous voulez voir ça, allez-y, c'est disponible sur YouTube gratuitement pour un temps limité. Fait que allez faire un tour. Parce que j'entends Jake the Snake parce que l'entrevue se passe après qu'il soit allé qui se soit aidé lui-même et grâce à DDP, puis Jake the Snake était là. Fait que si vous n'avez pas vu ça, assurez-vous d'aller voir ça. Donc, mon cher Steve, j'ai déjà un peu brûlé le punch. Tu vas nous parler du fait que, je suis pas mal d'accord avec toi, que les titres, ça ne vaut plus dire grand-chose. Oui, bien, c'est en plein ça, parce que depuis quelques années, là, je trouve que c'est de la merde. Tu sais, la preuve de ce que je vais avancer à soir, là, ils ont unifié les 2 belts à Roman. Au lieu d'y enlever et d'y en donner un autre, non, ils en ont donné une 3e. Le gars est rendu qu'il se promène avec 3 au lieu de 2, tu sais. Puis pourtant, quand je retourne à mon enfance, être champion, c'était quelque chose. Ben oui. Hey, Martin, JC, écoute ça, là. Lâche tes affaires, lâche tes Pokémon, là. Te souviens-tu de ce que Raymond Rougeau nous avait dit? Il nous avait dit, à Star, les gars, ils disent, on fait 4-5 fois qu'ils sont champions. Mais lui, il disait aux gars de calculer le nombre de temps qu'il y avait eu avec les ceintures, s'apercevoir que ça représente absolument rien à cette heure, une ceinture, contrairement au run des gars des années 70-80. Que ce soir, j'ai envie de vous parler d'une ceinture que je juge majeure à WWE, soit le championnat intercontinental. Ouais, mais avant que tu commences, ils sont en train de le rebuilder, hein, là, pas pire. Là. Martin, dis pas ça. Ben, dis pas ça. Je dis ce que je veux, mais je t'écoute. Je vais te prouver pratiquement que tu as tort. Le titre intercontinental, les boys, là, depuis sa création, savez-vous, il a changé de main à combien de reprises? Un soir très chaud à Rio de Janeiro. On s'en va là. Hey, t'es vite, Martin. Ben, écoute, je connais ça. Puis ici, prends une chance. Combien de fois que le titre intercontinental a changé de main? Je te dirais 62. Ouais, moi, j'aurais dit 59. 183 fois. C'est plus que nous deux ensemble. Quand on dit que ça change souvent, là, hey, souvenez-vous, les gars, depuis le célèbre gala d'un soir très chaud du 1er septembre 1979 à Porto Rico, pendant lequel Pat Patterson a remporté le titre. Non, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, je m'excuse, a remporté le titre jusqu'au 3 avril 90. Il y avait eu juste 11 gars qui avaient eu la ceinture. Cependant, les choses se sont gâtées après ça. Même que le titre, depuis les années 2000, a été porté par 88 workers et une worker. On s'entend là que ça sera confirmé bientôt. Gunther devrait battre le plus long règne de champion intercontinental qui appartenait à Honky Tonk Man dans les prochaines semaines. Mais Martin, c'est là que je voulais apporter un bémol à ce que tu disais. Honky Tonk Man là, était toujours ses feux de la rampe pour trouver une nouvelle façon de nous faire chier en conservant sa ceinture. Ouais. Tu voyais que c'était important pour lui d'être champion. Depuis sa victoire sur Ricochet le 10 juin 2022, Gunther a défendu son titre 4 fois en pay-per-view, puis 9 fois soit à Raw ou à SmackDown. Imaginez, boys, là, ça fait 104 shows, ça, par année, là, Raw et SmackDown. Ça veut donc dire que le titre intercontinental a été oublié à plus de 95 reprises. Moi, je vois pas ça comme toi. Moi non plus. Il y a bien ça. Quand on pense aussi qu'il y a maintenant un pay-per-view par mois, ça veut dire que 70% du temps, la ceinture n'a pas été défendue. Ouais, mais... Wow.
Je te laisserai pas tout lire et rien dire jusqu'à la fin. Là. Il y a un bout que tu n'es pas correct dans ton calcul. Là, tu parles juste du règne de Gunther ou tu parles de... Juste du règne de Gunther. Bon, parfait. Parce que dans n'importe quel calcul que tu vas faire, je vais te laisser finir après, là, je vais le dire à la fin ce que je veux dire. Mais dans n'importe quel calcul que tu vas faire, c'est pas à propos de ça pour moi, cette ceinture-là. Je dirais pas ça de toutes les autres, mais cette ceinture-là, ce que tu n'as pas encore dit, tu vas peut-être le dire plus tard, c'est qu'elle n'a pas la même signification que les autres ceintures. Elle n'a pas la même signification que la US Belt, elle n'a pas la même signification que le titre européen a déjà eu, ça n'a pas la même signification, pas à tout, dans le ring et backstage. Ça, je pense pas que ça allait changer. Ça a déjà changé, mais là, on dirait que c'est... Quand je te dis qu'ils sont en train de le ramener, c'est de ça que je parle, pas du nombre de jours et tout ça. Là. Non, mais Gabin, pour vous donner une idée à quel point la WWE ou WWF comptait sur le titre intercontinental à une certaine époque, là, en temps TV, Honky Tonk Man a défendu son titre à 35 reprises pendant son règne, soit là, 4 fois plus que Gunther. Ouais, mais Steve, tu peux pas faire ça. Tu peux pas comparer le règne de Honky Tonk Man puis de Gunther. C'était une autre époque. Il y a 30 ans entre les deux. Il y avait moins de shows dans ce temps-là. Fait que c'était bien sûr qu'il fallait qu'il défende tous les soirs. Il y avait moins de shows dans ce temps-là. Il y avait bien moins de shows. T'avais-tu un SmackDown? T'avais-tu 4 pay-per-view par mois? OK. Martin, vu qu'il y avait moins de shows, on va y aller avec les house shows aussi puis la télé. Ah non, son mot pas house show, on les voit pas. Ben non, mais sais-tu combien de fois qu'il a lutté en tant que champion, Honky Tonk Man, dans le temps, si on met les house shows? Ça doit être écœurant. Hein? Ça fait 164 combats de championnat. Ben oui. Sauf qu'on s'en calisse, on les voit pas à TV, Steve. Donc, c'était 3 fois par semaine. Gunther, là, pendant son règne, 71 fois. Incluant les house shows. Tu fais des maths avec quelque chose qui ne se calcule pas mathématiquement, tant qu'à moi. En tout cas, ça a été facile de le calculer. Non, bien sûr, j'en doute pas. T'es un gars intelligent. Le titre intercontinental à la WWF, là, il est riche en histoire. Là. Oui, il y en a certains qui font rire, comme Shane Douglas ou Zack Ryder, qui sont les pires champions de l'histoire pour leur longévité parce qu'ils ont été champions un jour. Mention particulière pour Kane et Bobby Lashley qui comptent respectivement 57 et 61 jours comme champions. Où est-ce que ça va devenir intéressant, boy, c'est Miz qui est toujours en train de dire qu'il avait été le plus grand champion intercontinental de tous les temps. C'est évidemment très, très, très badass, là, puis même ça va être drôle. Mais saviez-vous que les 8 règnes de Miz sont pas le record? Le record, c'est Chris Jericho qui a été 9 fois champion intercontinental, mais pour un impressionnant total de 311. Ben oui, c'est sûr. C'est parce que, OK, je veux pas couper court, là, je sais que tu as d'autres affaires à nous dire. C'est parce qu'il y a eu une époque où est-ce que la lutte était construite autour d'une seule personne. OK? Flair, Harley Race, Bruno, Superstar. Bon, OK? Je te parle de la belt de champion. Là. La belt la IC Belt est arrivée en 79. Oui. Avant, c'est un peu encore comme ça, mais pas exactement. Avant, la TV servait à vendre l'étiquette le samedi ou le dimanche. OK? Il y avait à run ce qu'on appelait le Bicycle Run, là. C'était la même cassette, tu promenais dans tous les territoires. Puis le gros événement se passait samedi au Superdome ou whatever, dépendamment du territoire en question. Au Civic Center. Civic Center, dans le cas de la I, ou peu importe, Madison Square Garden. C'était pareil ici. Lutte internationale. Tu sais, tu regardais le samedi midi, c'était pour promouvoir le gars-là à pas le sauver, Steve Strong contre whatever, Magnificent Samu, là, tu sais. Mais là, quand la TV a explosé, quand le câble est arrivé, Steve, tous les calculs que tu pourrais faire ont commencé à changer. Ils n'ont pas changé instantanément. Puis de toute façon, regarde, pour la petite histoire, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, Honky Tonk Man, il a été champion de la IC Belt
parce que c'est un pur accident. Il était à Baltimore, c'était Butch Reed qui était supposé gagner, il a fait un no-show. Vince puis Hogan étaient dans le couloir, puis Vince il a dit ben ouais, mais là qu'est-ce qu'on fait pour la belt? Puis là Hogan il a dit ben pourquoi pas tiens lui, donc Tankman passait, ils ont donné la belt là, il a eu quoi 454 jours, je pense. Total 464. 464, bon. Puis, en fait, avant ça, ça avait été Macho Man. Puis, tu sais, il manquait genre une semaine. Là. C'est une affaire comme de 15-20 jours. On va arriver là, justement, Martin, parce que c'est des workers qui ont détenu le titre intercontinental à seulement une reprise. Là. Il y en a 46. Parmi eux, on trouve des noms comme Macho Man avec 413 jours, bon, Randy Orton, 209, Ric Flair, 153. Un gars que je me rappelais pas qu'il avait été champion. Je me souvenais même pas qu'il y avait une ceinture autour de sa taille à WWE. C'est Rick Rude. Rick Rude, Tito, Tito Santana, Pedro Gonzalez. Rick Rude, si je me trompe pas, c'est 2 fois. Rick Rude, ça a été une fois pour 147 jours. OK. On a eu Roman Reigns qui a été champion intercontinental, CM Punk, le Big Show avec 27 jours de champion. Impossible de parler du titre intercontinental sans parler du worker qui, peu importe le nombre de règnes qu'il y a eu, soit 2, là, ça a été lui qui a détenu la ceinture le plus longtemps, c'est Pedro Morales. Morales, il a mis la main sur la ceinture le 8 décembre 80 en battant Ken Patera. Retenez ça, le 8 décembre 80. Par la suite, tombe en rivalité avec Don Muraco. Muraco réussit à battre Morales et à conserver le titre 155 jours. Mais Morales obtient une autre victoire sur Muraco à New York. Du coup, là, il garde le titre 424 jours. Mais, qui le mieux pour battre Morales qu'une autre fois Muraco? Là, ce coup-là, il conserve le titre 385 jours. Les gars, on vient de parler de 2 gars seulement, Muraco, Morales. On y va sur 4 ans. Les titres à l'époque ne changeaient pas. Dans les 4 dernières années, la WWF compte 13 champions intercontinentaux, puis ça l'inclut le règne actuel de Gunther. Ouais. Moi, je veux pas terminer la chronique puis pas me souvenir de ma première rivalité qui m'a captivé, parce que ça se passe dans les années 84-85, puis ça implique Tito Santana puis Craig the Hammer Valentine. Ouais. 2 workers qui savaient monter un match, 2 gars qui savaient écouter une foule puis qui connaissaient bien la business. En 2 ans, ils se sont échangés le titre à tour de rôle. C'est la rivalité, moi, qui m'a fait découvrir le titre intercontinental de la WWF. C'est la rivalité que je me souviens quand je pense à ce titre-là. C'est surtout la rivalité qui m'a fait comprendre la lutte. Moi, là, j'aimais pas particulièrement Santana, mais j'haïssais Valentine. Je l'haïssais tellement là, que si j'avais eu de l'argent, je pense que j'aurais payé un billet pour le voir manger une volée. Je vais vous faire une confidence à soir, là. Aujourd'hui, quand j'arrive dans le ring avec ma grosse robe de chambre, j'ai toujours en tête l'entrée de Valentine qui portait la sienne, puis dans son dos, c'était marqué Hammer. Ouais. Ses bottes aussi. Ouais. Moi, je voyais Valentine comme le méchant ultime, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je peux faire, là? Ça me prend un look similaire à Valentine, mais j'ai changé l'attitude du gars. Je voulais faire un gars de party. Donc, plutôt que de me jouer dans les cheveux avec, pour essayer d'impressionner les filles, moi, je regardais les gars et je leur envoyais des petits becs. Je vais conclure sur une statistique. Premièrement, je vais répéter que la WWE, les titres ne valent plus rien dire. Du 11 février 84 au 8 février 86, soit pendant les règnes de champion de Santana et Valentine, le titre intercontinental, que ce soit TV, house show combiné, a été défendu à 341 reprises. Maintenant, là, on est chanceux quand il est défendu une fois par mois. Ben non, mais là, fait que là, faut juste pas que tu oublies quelque chose, Steve. C'est que je comprends, là. Puis moi, j'ai pas de problème avec j'ai eu des problèmes longtemps. Tu sais, quand Nakamura l'a eu, puis qu'il le défendait jamais, puis on avait des gros pay-per-view, puis il était pas là, puis c'est toujours bien pas de la faute de Nakamura, là, on s'entend. La IC Belt a toujours, ou presque toujours, été le synonyme
du meilleur worker dans le backstage. OK? Tu as eu des Tito, tu as eu Kurt Hennig, tu as eu Brett, tu en as eu une panoplie. Là. Après ça, tu as eu l'Attitude Era. Ça ne voulait plus rien dire dans ce sens-là. Jeff Jarrett aussi. Puis après ça, tu es arrivé dans les années 80, pas 80, excuse, 2010, 2020. Ça a été... Moi, honnêtement, là, je me sac du nombre de fois qu'un titre il est défendu. Du moment que dans les gros pay-per-view, il l'est. Parce que si tu le défends pas dans un pay-per-view, là, tu t'envoies le message qui est pas important. Mais les house shows puis les matchs à TV, je m'en fous. Honnêtement, je m'en sac. Ça sert à faire avancer des storylines. Par contre, là, ce que j'aime, peu importe le nombre de fois qu'il défend le titre, ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont donné au meilleur worker, selon moi, actuellement, à I, ou en tout cas, un des top 3-4, là. C'est sûr. Là, il veut dire de quoi, le titre? Puis, dans son rôle de heel, Gunther, il le défend bien. Sauf que ta grosse belt, les titres, excuse-moi, les règnes duraient plus longtemps. OK? En général, là. Je veux pas dire que, après Hogan, là, je veux dire, ça a changé, là, mais regarde, Austin The Rock, bon, ça, c'est une époque difficile à analyser parce que c'est le Klondike, là. Pendant la même période, tu avais des Kurt Angle, Triple H, Stone Cold, The Rock. Ça avait juste pas de bon sens, là. Fait que tu aurais pu à mettre sur n'importe qui ou à peu près, puis tout le monde était over. Mais c'est normal qu'il y ait eu plus de changements de titres ou qu'il y en a eu des moins longs, des moins significatifs et tout ça. Parce que souvent, c'était le stepping stone pour être le gars qui allait aller se pogner avec le champion. Tu perdais à la belt, mais tu avais un match de main event après avec Hogan. Fait que ça a toujours été un titre particulier. Moi je vais te dire, là, à part pour le bout Shinsuke qui ne l'a pas défendu, tu te rappelles, on en parlait dans les épisodes de la saison 6. Voyons, OK, ça n'a pas de bon sens. Moi, là, l'affaire qui me fait me dire le plus que ce titre-là a plus autant d'importance pour la WWE, c'est qu'il n'ait pas ramené la belt qu'on a toute tripée dessus. Puis que ça soit un petit cossin de vidange qu'on dirait qui a été acheté chez High Spots ou whatever. Ça a l'air d'une fake. A l'air en plastique. La belle de Macho Man, puis Donkey Kong, puis d'Ultimate Warrior, même celle avec la strap jaune, asti qu'elle lookait. Mais là, à Star, là, ça a l'air d'une belt Wish, là. Pouvez-vous la ramener, s'il vous plaît? Leur coup avec la nouvelle belt. Moi, je suis d'accord, la Ice Belt, il faut que ça soit la classique qu'on a connue. Avec les plates, une par-dessus l'autre, le 3 de large, puis tout, là. Oh oui, non, écoute, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, le nombre de fois que c'est défendu, c'est ce qui la rend spéciale, sur mon avis. Moi aussi. Il faut que ce soit un event. Il faut que ce soit un événement. Gunther, cette année, depuis qu'il est champion, justement, c'est dur de mettre cette belt-là sur un meilleur gars parce que c'est dur de trouver qui va battre ce gars-là. Oui, tout à fait. Puis c'est le meilleur worker. C'est la ceinture du worker. C'est la ceinture du tu sais, Rick Rude. Rick Rude a fait bien paraître Ultimate Warrior, man. OK? Un des pires workers de l'histoire de la lutte par rapport au statut qu'il y a eu. Hey, avant qu'on switch, les boys, Steve, c'est ta chronique, c'est toi qui commence. Top IC Champ de tous les temps. Top IC Champ. Hey, là. J'hésite entre deux. Puis non, je ne mettrai pas Sean. Ben là, achale-nous pas, là. Soit Kurt Hennig ou Bret Hart. Oh, c'est bien. JC? Moi, je vais me permettre un top 3, là. Bon. Bret Hart, Owen Hart, puis Scott Hall, Razor Ramon. Ben, pour moi, il y en a juste un. Puis vous le savez que je trippe ma vie sur Honky Tonk Man. Ben, le top IC Champ de tous les temps, c'est Macho Man. Tu penses à la belt, c'est lui que tu vois. Moi, en tout cas. Ben, moi quand je pense à Ice Belt et ses combats classiques, il y a Macho Man contre Steamboat à WrestleMania 3. Le ladder match de WrestleMania 10, justement. Avec les deux ceintures. Cette année à WrestleMania, les trois gars qui ont offert un combat incroyable. Le IC title match, Bret Hart contre Kurt Hennig à SummerSlam en 91. C'était écœurant. Bret Hart contre Roddy Piper à WrestleMania 8. Oui.
tout à fait. C'est un des meilleurs matchs de Mania, tant qu'à moi, ça, ce match-là. Storytelling, là. Brett contre le Bulldog à 92. SummerSlam 92, ben oui. Puis Brett a traîné le Bulldog tout le long. Ah ouais, il était pété fret. Il était fini raide. Mais sérieux, là. Moi, je ferme mes yeux, je pense à Icy Belt, c'est Macho Man que je vois. T'enlèves rien à toutes les autres. Là. Kurt Hennig, il aurait dû l'avoir plus longtemps aussi. Parce que c'était lui puis Brett, c'était les deux top workers, mais c'était déjà déterminé que Brett était pour avoir la ceinture. Oui, tu sais, il y a eu des moments magiques qui se sont faits avec l'Icy Belt. Là. Hey, salut Samuel! Salut mon chum! Autant que tu prends que la run, la petite run Piper avec l'Icy Belt. Ouais, c'est bon. C'est très bon. A été tellement. Écoute, de mémoire, là, y a-tu déjà eu un autre belt à lui, Piper? Non. Non, hein? Ah, il a peut-être été tag team champ avec Ric Flair, genre 3 jours, là. Ah, peut-être. Mais, tu sais, moi. On va aller checker, ça m'énerve. Qu'on dise ce qu'on voudra. Moi, je trouve que depuis un certain temps, les ceintures ne veulent plus rien dire. Surtout quand je vois que les ceintures ne sont même pas... Tu sais, c'est pas de la faute de Gunther, c'est pas la faute à Nakamura ou whatever. Là, c'est l'équipe créative. T'arrives dans les Big Four, là, des fois, il n'y a même pas de match, mettons, pour l'Ice, Belt, whatever. J'avais raison. Il a été champion IC une fois, puis tag team avec Ric Flair une fois. Okay. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est que les belts ne veulent plus rien dire parce qu'il y a trop de belts. Puis la gestion, tout ça, puis j'en reviens tout le temps à la gestion des titres féminins par équipe. Ah non, tu start-moi pas. C'est inutile, ça. C'est la question poubelle, mais donnez-le des... Regarde, créer une là, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Là, t'as la championne de Raw, t'as la championne de SmackDown, t'as les championnes par équipe. C'est mêlant. T'as les championnes à NXT. Il y a des belts. Tout le monde a des belts. Alors, c'est ça. Mais Steve, tu sais, regarde, là, un parallèle. Tu sais, tu te dis... Ouais, mais elle n'a pas été assez défendue. Je suis pas en désaccord avec toi. C'est sûr que c'est une belt qu'on aime. Il y a bien des workers qui étaient backstage puis qui voulaient bien plus avoir la IC belt que la belt de champion. Parce que, la belt de champion, ils savaient qu'ils ne l'auraient pas. Mais 2, c'est parce que c'était le respect de tes pairs d'avoir ce titre-là. À l'époque, plus à Star. C'était le respect de tes pairs. Quand ils te donnaient la IC Belt, c'était un peu comme de te faire ointer. Ouais, toi, t'es pas mal le top guy. Ring rate, là. T'es pas mal le top guy dans le ring en ce moment. Oui, puis, tu sais, on se comptera pas de mentir, là. La belt, moi, je vais l'appeler la belt polo, là. Écoutez, pitchez-moi pas de roche, là. Tu sais, à l'époque, là, puis même encore aujourd'hui, c'est qui rapporte d'argent, ça va être lui qui va l'avoir. Ben oui, c'est ça. Puis la merch. Tu sais, t'avais Hogan, t'avais Sammartino. Dans le temps de Sammartino, là, écoute, pense pas que tu vas battre Sammartino ou whatever, là. Non. Si t'avais été champion, c'était une autre ceinture. Ça a été la même affaire dans le temps d'Hogan. Tu sais, dans le temps de Steve Austin, t'avais beau être le meilleur lutteur au monde. Ils l'enlèveront pas. Austin, c'est lui qui vend tout. Ben, regarde, Steve, vite fait, là. Quand Bruno bat Buddy Rogers, OK? Sammartino, t'as eu Ivan Koloff, Stan Deman, Stasiak qui ont été des champions de transition, on les enlève, OK? T'as Bruno, Superstar, Bob Backlund, t'as eu Iron Sheik 2 semaines, Hogan arrive, les années 80 au complet. T'as eu, après ça, Yokozuna, une coupe d'affaires qui n'a pas duré longtemps. Après ça, t'arrives dans les années 90. Brett, Flair, Mania 9 Hogan. Puis après ça, c'est le Free for All. Après ça, tu t'en vas tranquillement dans l'Attitude Era. T'as eu Shawn après. Puis là, t'as Austin, The Rock. Puis là, ça a parti. Puis là, c'est l'explosion. Puis tout. Fait que, tu sais, moi, je fais le parallèle avec les Blade Jobs tout à l'heure. Tu sais, s'il y a tout le temps des championnats de la IC Belt puis de la Heavyweight à Raw, puis à SmackDown, puis partout, ça veut plus rien dire. Moi, je pense que des combats de championnat, c'est pour les pay-per-view. Oui, puis une fois de temps en temps à TV. Je sais pas si tu te souviens, encore. On avait dans le temps de Saturday Night Main Event, là. Ah oui, mais c'était...
Oui, mais c'était pas pareil, Saturday Night's Main Event. C'était comme l'ancêtre des pay-per-view qu'on a aujourd'hui entre le Big Four. C'est un gros deal avec NBC pour quand il n'y avait pas de Saturday Night Live. C'est pas pareil. Là. C'est pas comme un house show à Niagara Falls. Là. Fait dans l'historique des titres, ça, je veux faire un petit clin d'œil. Oui, il faut mettre Jericho, t'as raison. American Dreamer, t'as raison. C'est Jericho qui a eu le plus de règnes, c'est 9. Oui. Je l'avais dit d'ailleurs, là. Mais un petit clin d'œil. Razor Ramon, Jeff Jarrett sont les seuls à avoir fait changer la IC Belt quand elle n'était pas supposée de changer. Elle a changé à Montréal, puis ils ont chippé ça à Québec 2 jours après. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Mais, ouais, vas-y, JC. Moi, je veux juste... parce que moi, un de mes combats préférés ever, c'est un combat qu'on parle pas souvent, là. C'était à WrestleMania 2000. C'était un 3-way, 2 de 3. Il y a 2 falls. En fait, c'est 2 falls pour les 2 titres européens puis intercontinentaux. Ouais. T'as Kurt Angle, Chris Benoit puis Chris Jericho. Ce combat-là était awesome. Puis c'était pas dans le but aussi. C'est pas là qu'ils l'ont scrappé après le European? En fait... Je pense que oui. Kurt Angle était rentré avec les 2 belts. Il est sorti pas de belt. Non, mais après ça, ils ont cancellé ça, cette belt-là. Les 2 gars sont partis avec chacun une belt, là, Chris Benoit et Jericho. On devrait parler de ça, la European Belt, mais la semaine prochaine. Ils l'ont scrappé un peu plus tard. On devrait parler de cette ceinture-là la semaine prochaine, parce qu'il y a bien du monde aussi qui l'ont eu. Je pense à D'Lo Brown, entre autres, là, qui disait qu'il venait d'Helsinki. C'était vraiment Ça a tellement cool. de sens. Hey, merci Steve. Moi, j'ai une petite chronique pour vous autres tout de suite après cette courte pause, chers amis. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine. En Jésus. En Jésus. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Ben oui, ça avait lieu. La grande première avait lieu ce dimanche 20h30 et deuxième épisode dimanche prochain, bien sûr. On parle du jour du Seigneur avec mon chum Frank et que de niaiseries. On a tellement ri à préparer ça. Alors voilà, ben écoutez les amis, c'est plate. Puis il y a bien du monde qui nous ont... le monde de la lutte en est un qui comporte son lot de... Je vais appeler ça son lot de difficultés, de challenges, d'enjeux, et particulièrement à cause de l'horaire que ça représente. Puis évidemment, ces gens-là, Steve peut en attester, mettre en jeu, mettre en péril d'une certaine façon leur intégrité physique pour divertir le monde. Et ça apporte son lot. Particulièrement pour ceux qui font ça 360 jours par année. Là, ça apporte évidemment son lot de démons, je vais appeler ça comme ça. Et il y a beaucoup trop de gens qui nous ont, de workers extraordinaires qui nous ont quittés avant qu'ils l'auraient dû. Et je veux c'est un peu l'objectif, c'est d'en parler, évidemment, parler de lutte en même temps, puis leur rendre hommage un petit peu. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ceux que je vais vous nommer. Je vais parler beaucoup plus de ceux que vous risquez de connaître, ou en tout cas, peut-être allons-nous vous en faire découvrir également, mais... Fait que là, pour cette première édition de ma chronique, je vais commencer par ces lutteurs qu'on a perdus avant l'âge de 30 ans. La semaine prochaine, je vais faire 30-40, mais voilà. Fait que je vais commencer, évidemment, ça, c'est une espèce de passage obligé quand on parle des tragédies dans le monde de la lutte. Je parle bien sûr de la famille Von Erich. Il y en a un, c'est Chris, en fait. Chris était le plus jeune de la famille. C'était celui qui voulait le plus être un worker, mais qui avait le moins les prédispositions. T'sais, il mesurait 5 et 5. Après que son frère Mike ait eu son... On va en parler un autre moment donné, mais après que son frère Mike soit décédé, ben il a voulu un peu prendre sa place. C'était un Von Erich, donc il avait déjà, en partant un peu il était déjà un petit peu over à cause de son nom, n'est-ce pas? Il faut que vous compreniez qu'au Texas, là, dans le territoire de Fritz,
les Von Erich étaient plus over que les joueurs de la NFL, là. OK, là, je veux dire, c'est eux autres que, tu sais, Pizza Hut voulait faire une pub, ils appelaient pas les Cowboys de Dallas, ils appelaient les Von Erich, là. C'est même pas une joke, là. Fait que, puis écoute, ça s'est pas concrétisé. Fait qu'il a mis fin, malheureusement, à ses jours. Il n'avait que 21 ans. Donc, très, très tragique, évidemment. Je continue. Est-ce que vous vous souvenez du fameux événement? Ben, en fait, dans le monde de la dans le monde de la ECW, on a appelé ça le Mass Transit Incident. Je vous le résume super rapidement. Ça s'est passé en 96. Il y a un match qui est prévu pour avoir les Dudley contre, je me souviens plus qui, là. J'essaie de me rappeler c'était qui était supposé d'être dans le match. Mais il y a Cactus Jack. Fait qu'il est supposé avoir les Dudley puis Cactus Jack avec un autre gars dans ce match-là. Excuse, c'est les Dudley contre les Gangsters avec Cactus Jack et son partner. Mais il y a un des Dudley qui peut pas être là. Fait que ça finit au final que ça va finir en squash match, puis Mass Transit va être là. Mass Transit, c'est le nom du lutteur. Il a menti sur son âge, il avait 17 ans. 2, il avait une attitude épouvantable backstage, puis là, ben moi, je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça. Tu fais pas ça à Cactus Jack, là. Fait que là, il dit à Cactus Jack, je veux blader, je l'ai jamais fait. Ah ouais, pas de problème. Cactus Jack, il blade le kid avec un scalpel. Et lui... c'était pas Cactus Jack. Excuse-moi. New Jack. Ouais. New Jack. Et New Jack... Pas le même gars, Ben non, du tout. Puis New Jack, lui, le blade avec un scalpel chirurgical. Fait que il coupe 2 artères dans la tête. Le kid, il saigne tellement qu'il perd connaissance. Il le pogne. Il l'emmène sur une civière. Puis, il fait des fingers à la foule. Il essaie de rester kayfabe et tout ça. Un peu plus tard, la famille décide de poursuivre New Jack. Mais le kid avoue encore qu'il avait dit qu'il voulait que New Jack le blade. Donc, New Jack est acquitté. Puis, il n'y a aucune suite à ça. Ben, un petit peu plus tard, malheureusement, Mass Transit, son vrai nom, c'est Eric Koulas. Il est décédé des suites, en fait, de ce que je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu sais, un gastric bypass, quand tu veux perdre du poids. C'était quelqu'un de très... l'anneau gastrique, là. C'est ça. Puis c'était quelqu'un de très corpulent. Puis il est décédé, malheureusement, des suites de ça. Il y a eu des complications pendant l'opération. Donc, il est décédé, malheureusement. Il n'avait que 22 ans. Je vais vous parler d'une légende. Écoute, ça, on remonte à loin, là. Le géant Beaupré. Je me demande, Steve, si tu n'en as pas déjà parlé. Mais en tout cas, c'était pas un lutteur à proprement dit, mais plus un phénomène de cirque. C'est un gars qui, à son décès, à 22 ans, il mesurait 8 pieds 2. Écoute, c'est une longue histoire. À un moment donné, il faudrait que je fasse une chronique sur ce gars-là. C'est super intéressant. Il était booké pour aller à la foire mondiale, là, tu sais, l'espèce d'expo mondiale comme Expo 67 à Montréal. C'était à Saint-Louis. Mais il est décédé avant. Ils ont voulu exposer son corps là-bas. Ils sont venus à bout de prendre son corps, emmener ça à Saint-Louis. En tout cas, regarde, écoute. Puis au final, c'est l'université, je me demande si c'est pas McGill ou l'UQAM, ou l'Université de Montréal, qui a rapatrié son corps. Puis là, ben, la famille a su, en 1967, que son corps était à l'université. Il y a eu une saga judiciaire autour de ça. En tout cas, il est décédé à 22 ans. Je voulais en parler parce que c'est, écoute, 8 pieds 2, 22 ans. Tu sais, à 9 ans, il mesurait 6 pieds. C'est capoté, là. Je vais vous parler aussi du décès tragique. Ça, c'est un petit peu plus récent. C'est en 2020, une lutteuse japonaise qui s'appelait Anna Kimura. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire un peu plate. Là, cette fille-là, c'était une worker. Elle travaillait, elle collaborait avec ROH, entre autres, puis plein de promotions au Japon. Elle faisait partie d'une émission qui ressemble un peu, si tu veux, à Big Brother, là, mais ça se passait au Japon. Et à cause de sa performance dans cette émission-là, entre autres, elle s'est mise à être la cible de hate épouvantable sur les réseaux sociaux. Et tant et si bien que ça en est venu à bout de son estime d'elle-même et tout ça. Elle s'est enlevée la vie, malheureusement. Elle n'avait que 21 ans, si je me souviens bien. Et il y a eu plusieurs... C'est épouvantable. Ouais, il y a eu plusieurs hommages qui lui ont été rendus. Autant au niveau de la I, Sasha Banks, Bayley, ils ont eu un espèce de brassard là, où c'était écrit Anna dessus. Ça, puis écoute, il n'y a rien qui peut... Il n'y a aucun baume qu'on peut mettre sur ça. Sa mère, en fait, c'est une deuxième génération. D'ailleurs, sa mère était une worker elle-même. Et, au moins, la loi a changé au Japon. Et
des gens qui font du cyberbullying maintenant, sont passibles d'1 an de prison puis des amendes assez salées. Donc, et découlant de ça. Donc, évidemment, sans dire que ça a tout changé. C'est bien plate, mais bon, regarde, écœurez pas le monde du Facebook ou ces médias sociaux, s'il vous plaît. Ici, à cette heure, c'est compliqué. Le cyberbullying, là, c'est bullying, ce qui arrive, là, des questions qu'on les encourage et on leur envoie des dons. Ouais. Ben, ça, c'est un autre sujet. On retourne du côté de la famille Von Erich. Et là, on va parler de Mike, qui est décédé. Lui aussi, il s'est enlevé la vie, malheureusement. Il était tout jeune. Il avait 23 ans. Longue histoire courte. Ce qui est arrivé, c'est que il y a des gens qui savent peut-être pas ça, mais la WCCW, World Class Championship Wrestling, était archi populaire en Israël. Chaque année, Fritz et sa gang prenaient l'avion puis allaient présenter 1 ou 2 galas en Israël. Et là, ben, pendant que Mike était là, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Là, c'est un terme hyper technique, là, mais il a fait une espèce de choc. Je me souviens plus trop. Là. Il a fait une infection, puis ils ont administré des soins, puis finalement, ben, il est tombé choc quelque chose leptique. Anaphylactique. Merci. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est mis à faire de la fièvre, puis tout le kit. Il a failli y passer. En gros, là, il a failli y passer. Il était rapatrié aux États-Unis. Et là, ben, suite à ça, je sais pas comment le dire autrement, mais disons que dans le grenier, ça se passait plus comme avant. On va le dire dans le même. Ça a eu des conséquences cérébrales, cet événement-là, sur lui. Il avait plus du tout la même forme physique. Et tout ça, regarde, en gros, là, c'était plus le même worker. Puis, ben ça sera venu à bout encore une fois, de ce qu'on pourrait peut-être qualifier de son estime de lui-même, du fait qu'il n'était plus capable de worker, qu'il ne pouvait plus être un Von Erich. Alors, il s'est enlevé la vie, malheureusement, suite à une overdose. Un autre, ça, on en a entendu parler, évidemment, beaucoup. Le plus jeune de Ric Flair, Reed, qui était lui-même, d'ailleurs, un espoir. Écoute, il a été champion de l'État de la Caroline, je pense, comme en lutte amateur. D'ailleurs, il y a le fameux épisode de Ric Flair là, qui s'était pseudo fait mettre dehors de la WCW parce qu'il voulait aller voir son gars, justement, en finale d'un tournoi de lutte amateur majeur. Puis, je me souviens plus si c'était Bischoff ou Vince Russo qui l'avait mis dehors à l'écran, là, parce qu'il avait dit « Shine it, je ne veux plus rien savoir de vous autres » et tout ça. Et lui aussi, en fait, la cause de son décès, il n'avait que 25 ans, c'était une crise cardiaque causée par une overdose. Donc, on n'en a pas déduit qu'il avait mis fin à ses jours, mais il y avait lui aussi quelques singes sur son dos, ou en tout cas quelques démons, on va appeler ça comme ça. Un autre que vous risquez de connaître un petit peu plus, de son vrai nom, Louis Mucciolo Jr. Et on parle ici de Louis Piccoli, qui a été connu, rendu célèbre à la ECW, mais vous l'avez vu à la WWE sous le nom de Rad Radford. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Effet. Et, oui, je m'en souviens. Razor Ramon, Scott Hall, en fait, backstage, s'était pris d'amitié pas mal pour lui. Puis, tu sais, ça avait été, on va appeler ça un hang-around, si on veut, de la clique. Il le trouvait bien drôle, puis c'était pas un mauvais worker. C'était un gars d'un gros format, évidemment, là. C'était pas un petit homme. Et, c'est ça. Lui, il est décédé, en fait. Il a fait une overdose d'alcool et de drogue qui a causé une asphyxie et une condition pulmonaire qui a fait en sorte que, malheureusement, il a perdu la vie. Il a été, comme je vous disais, là, il a été actif dans le coin de Los Angeles. Il a été à la WWF. Par la suite, c'est là qu'il s'est en allé à la ECW. Et il a eu un petit passage à la World Championship Wrestling, à WCW, de 97 à 98. Il avait, selon toute vraisemblance, arrêté de consommer. Bon, il avait un peu réglé ses démons, mais c'est à la suite qu'il a appris que sa mère était en phase terminale d'un cancer qu'il aurait rechuté et que ça a malheureusement été fatal.
Ça, c'est un grand passage de l'histoire de la lutte parce que c'est un gars qui a été qui a toujours été associé à Eddie Guerrero. Et je parle ici de Art Barr, qui a fait partie d'une équipe, en fait, mythique avec Eddie Guerrero à quelques années, particulièrement au Texas, dans les territoires de El Paso, entre autres. Mais il a été actif à Pacific Northwest Wrestling. Si vous vous souvenez, ça, c'est dans le coin de Portland, le territoire. Playboy Buddy Rose, Roddy Piper ont été hyper... Don Owen, le nom du promoteur, dans ma chronique sur les territoires, j'en ai parlé. Après ça, il y a eu un petit passage à la WCW, mais il s'est frotté, bien sûr, à ce tard-là de... Jim Herd, Monsieur Pizza de Saint-Louis. Et si vous vous souvenez, la gamique de marde de Beetlejuice, c'était Art Barr. Et donc, voilà. Après ça, il est retourné plus dans AAA. Il est retourné, il a travaillé plus au Mexique. Il a été aussi à New Japan en 94. Mais voilà, donc il est décédé. Il n'avait que 28 ans. Dave Meltzer a mentionné que lui et Eddie Guerrero ont changé le Lucha Libre pour toujours en termes de match par équipe. Parce que, tu sais, Lucha Libre, on a souvent associé ça à des matchs en simple, mais dans le cas de... Puis, tu as besoin de vous parler d'Eddie Guerrero, là, je ne penserais pas. Fait que c'était deux workers absolument extraordinaires. Eddie Guerrero a lui-même dit qu'Art Barr était une grande inspiration, lui aussi, quant à son style et tout ça, puis que c'était l'équipe parfaite parce que les deux se poussaient. Et se poussait à être meilleur, donc, finalement. Un autre dont vous avez assurément entendu parler, puis ça a été d'ailleurs le sujet d'un article, pas d'un article, mais d'une émission de Dark Side of the Ring, c'est bien sûr Gino Hernandez, qui était très actif dans le territoire du Texas, dans la World Class Championship Wrestling, malheureusement décédé à 28 ans. Fait à noter, il a été entraîné par le même gars que Shawn Michaels, José Lothario, qui était lui-même une superstar dans le territoire du Texas, El Paso, entre autres, parce qu'il y avait une grande communauté, bien sûr, hispanophone. Et donc, voilà. Il a commencé à Détroit, en fait. C'est un fils de lutteur, lui-même. Il a été à Southwest Championship Wrestling, un territoire des Fuller. Ensuite de ça, il a été à, évidemment, la WCCW. Il a travaillé aussi pour Bill Watts à Mid-South. Il se promenait beaucoup. C'est un gars hyper populaire. Tu sais, on est dans la même catégorie de gamiques là, que Buddy Landell, Ric Flair. Tu sais, le gars qui paraît bien les gros chars, les pitounes, tu sais, tout ça. Puis c'est un tripeux, en fait. Il est décédé de toute vraisemblance d'une surdose de cocaïne. Fait à noter aussi, il a plané un mystère pendant des années sur les causes de son décès. Il y en a qui ont dit qu'il avait été tué. Il y en a qui ont dit qu'il devait de l'argent à la mafia, qu'il se tenait avec la mauvaise gang, tout ça. Jake the Snake le connaissait très bien, puis lui aussi, c'est un tripeux, puis patati patata. Je divulgagerai rien si vous n'avez pas vu. Dans la saison 1, l'épisode de Dark Side of the Ring traitant de la mort de Gino Hernandez, je vous conseille fortement d'aller écouter ça parce qu'on démystifie un peu toute la patente, je vous dirais. Sinon, j'achève, je m'en viens tranquillement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'essaie de me rappeler du nom de leur équipe. Comment ils s'appelaient déjà? Là, j'ai un blanc. Boule de foin qui passe. Oui, non, c'est ça. Je cherche un blanc. Non, c'est Landscade. Il était avec... Trevor Murdoch. Oui, exactement. Mais j'essaie de me rappeler s'il y avait un nom d'équipe. Là, j'ai un giga blanc. Katie Murdoch. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'était le partner de Trevor Murdoch, bien sûr, qui est devenu plus tard champion NWA. Tout ça. Un des gars qui a le moins l'air d'un lutteur de l'histoire de la lutte avec Eddie Kingston, là, je dirais, puis Bastion Booger, malgré que Bastion Booger, il avait le look un peu plus. Fait à noter, important aussi, c'est qu'il a été entraîné comme Bryan Danielson par Shawn Michaels lui-même à son école alors qu'il était à la retraite. Il avait tout pour être lutteur, ce gars-là. 6 pieds 5, 2,62, athlétique, shape d'Adonis. Il avait vraiment tout.
Mais encore une fois, les démons. Il est passé par, en fait, pour la World Wrestling, ou la WWE, mais à l'époque, c'était la F. Il est passé par les territoires de Ohio Valley Wrestling et tout ça. Donc, il a suivi, il a payé ses 12, le gars, jusqu'à temps qu'il arrive. C'est en 2003-2004. Il a été en équipe aussi à l'époque de OVW avec Mark Jindrak, l'espèce de un des gars qui avait été prédestiné à faire partie de, la faction Triple H, Ric Flair, Evolution. Puis finalement, ça n'a pas été lui qui a été sélectionné. Et pour ce qui est de la cause de son décès, encore une fois, c'est... en fait, c'était quelqu'un qui avait lui aussi des démons. Mais puis ils ont été champions, en fait, de la WWE 3 fois avec Trevor Murdoch. Mais c'est une défaillance cardiaque. Mais c'est ça, il y avait quand même il y avait une intoxication de diverses drogues qui aurait causé une cardiomyopathie. Donc voilà, fait que c'est pas mal, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de ceux dont je voulais vous parler cette semaine. Il y en a évidemment d'autres, mais en fait, vous allez ceux auxquels on pense, c'est définitivement dans la trentaine. Ça, il y en a. Écoute, c'est épouvantable. Là. Trentaine et quarantaine, oui. Mais trentaine, là, ça va être une chronique d'une heure. Ça va prendre une heure faire le tour des workers significatifs qui nous ont malheureusement quittés dans la trentaine. Écoute, là, Eddie est là-dedans, Pillman est là-dedans. Il y en a un paquet. Là. Mais, puis, tu sais, je vais le dire là, je vais peut-être le répéter la semaine prochaine. Mais en fait, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que Brett, il a tellement bien expliqué ça dans une short interview avec Sean Oliver, tu sais. Tu peux pas t'attendre, malgré que ce soit des athlètes extraordinaires, tu peux pas t'attendre à ce que tu demandes à quelqu'un, tu le payes, on s'entend, mais que tu peux pas demander à quelqu'un d'être sur la route 340 jours par année, de performer au top de ses capacités presque 2 soirs sur 3 à l'année, même plus que 2 soirs sur 3 à l'année longue, avec des fois des distances colossales à franchir, que ce soit en avion, que ce soit en char. Tu peux pas t'attendre à ce que ces gens-là n'aient pas, à mon humble avis, je suis d'accord avec lui, besoin de certaines béquilles, de certaines ventilations quelconques. Puis lui, il affirme que une des affaires que l'AI a fait une grosse erreur, c'est de dire aux gars, on veut pas que vous fumiez de weed. Lui, il est vraiment... Bret Hart est devenu un défenseur de la marijuana dans les dernières années. Oui, parce que lui, il dit, s'il avait permis ça aux gars, là, les gars seraient arrivés, ils auraient décompressé un peu, fumé un bat, se couche. Le lendemain, s'en va au gym, saute dans le char, s'en va à la prochaine ville. Lui, il prétend que ça aurait eu un impact majeur sur peut-être... Bon, là, on se calme. Là, je suis pas en train de dire que fumer du weed aurait fait qu'il y aurait eu moins de décès dans le monde de la lutte. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est tellement significatif du fait que c'est un grind, cette vie-là. C'est écœurant. C'est pas fait pour tout le monde. Là. Puis, dans beaucoup de cas, ça va être... je sais pas si vous allez être d'accord avec moi là, pour conclure, là, on en reparlera la semaine prochaine, mais dans beaucoup... Garde un gars comme Scott Hall, qui est reconnu pour avoir eu des gros problèmes de consommation. Quand il a commencé là, à AWA, là, il buvait pas, puis il prenait rien. Fumait un bat une fois de temps en temps, là. Tu sais, c'est quoi qui est arrivé? Tu sais, pensez à Shane Douglas, Kurt Hennig, tous les gars, là, les top workers qu'on sait qui ont eu des gros problèmes là, de consommation de pilules, de somas, de relaxants musculaires, de toutes ces affaires. C'est parce qu'ils continuaient de travailler maganés, blessés. Kurt Angle. Pourquoi? Parce que si tu travaillais pas dans ce temps-là, tu te faisais pas de paye. T'es payé sa gate. Les contrats à WWE, là, je ne sais pas si vous le savez, j'en ai déjà parlé. Là, ils appelaient ça... apparitions. Tout ce qu'on vous donne, c'est une opportunité. C'était 15 apparitions par année, 100$ chaque. C'était 1500$ ton contrat. Vince, il disait, non, fais-moi confiance. Tu vas faire de l'argent. Mais le seul engagement que la WWE prenait, c'était 15 engagements, 100$ chaque pour l'année. That's it. Pensez-y. Ça n'avait pas de mot de bon sens. Le gars, il a une famille à la maison, les billes rentrent, sa femme, il faut qu'elle gère tout. Regarde, fait que, tu sais, il y avait un bobo quelque part, là. Ben, il prenait des pilules, puis il allait dans le ring pareil.
Moi, je veux juste faire... j'en ajouterais juste un, Martin, un gars qui n'était pas nécessairement super connu, mais lui, ce gars-là, se nommait Shane Shamrock. Oui, je l'avais dans la liste. Ouais, moi, en 98-2000 à peu près, qui est décédé, il était dans la jeune vingtaine. Ce gars-là avait commencé à être scouté par la WWE. Puis c'était la WWF à l'époque. Puis ça a tout le temps été un petit peu nébuleux, son décès. Là. Il y en a qui disaient il se remettait d'une commotion et tout ça. Mais une altercation avec des policiers, puis il se serait fait tirer à l'époque. Il y avait moins de 25 ans, me semble, là, je te dis ça par mémoire. Puis lui était possiblement... écoute, ce gars-là luttait aux États, c'est dans le bout de Washington, je pense, quelque chose de même. Puis avait le look que John Cena est arrivé avec à télé. Il est décédé à 23 ans. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait tirer par la police après un appel 911 de sa blonde. Parce qu'il y avait une altercation qui se passait. Il courait après avec un couteau. Hop là, OK. Fait que... C'était ce gars-là, en tout cas, qui était scouté WWE. Il y avait des espoirs en lui, mais ça a mal viré. Il travaillait, lui, à la Maryland Championship Wrestling, puis ça a été le tout premier lightweight, heavyweight champion, puis ça ressemble un peu à c'est Chris Benoit-ish, parce que après, quand ils ont su les circonstances de son décès, ils ont sacré la belt light heavyweight au vidange, puis ils ont appelé ça le Cruiserweight Championship. OK. Fait que c'est ça. Mais oui, je l'avais dans la liste, mais je ne le connaissais pas. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais donc, voilà. Oui, effectivement, Max Lacloche, il y a 2 semaines, je pense, dans le cas de Droz, on en a parlé. Tu aurais écouté l'épisode 13. On en parle, je pense. Tu regarderas l'affiche, il me semble qu'on l'a mentionné. Fait que on va faire une courte pause. Regarde, non, c'est pas ça qu'on va faire. On va aller du côté des 2 tunes tout de suite parce que le temps avance quand même. Puis ça joue à Scum, là, tantôt, là, vous viendrez. Tantôt, après les tunes, il va y avoir une pause, justement, pour vous expliquer ce que c'est. Que nous as-tu choisi, mon cher JC, pour cette semaine? Pour cette semaine, dans la thématique de Dark Side of the Ring, on va entendre le theme song à la WWF de Bam Bam Bigelow. Je te rappelle, Martin, qu'il faut que tu vois l'épisode de Bam Bam Bigelow. Ben non, je les écoute à mesure qu'ils sortent. Là. C'est d'habitude, je fais ça le mercredi soir. Fait que... Écoute, tu ne seras pas déçu, comme les autres d'ailleurs. Et de l'autre côté, écoute, je me souviens pas c'était quoi l'autre sélection. Écoute, c'est FTR. FTR, leur thème à la AEW. Donc, parce qu'ils sont l'équipe de l'heure, ils sont juste excellents à chaque fois. Ça fait vraiment longtemps que c'est la meilleure équipe, honnêtement. Ça fait longtemps. Oui. Bon, ça va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après pour le close.
Selon les experts, il semblerait qu'une bonne respiration est la clé. Ah ben l'arbre. Un petit bonhomme. Oh, il y en a deux en plus. Zombie, tour de magie. So many dumb ways to die. Steve, tu voulais nous mentionner quelque chose, alors la parole est à toi. Ben oui, c'est vraiment un addon, les boys, là. J'ai écouté Hell's Kitchen, qui est cette semaine. Oh, je t'en vas. C'est une vieille épisode, je pense, que j'ai pogné. Mais le gars me disait de quoi? La face du gars me disait de quoi? Puis j'ai googlé son nom, puis c'est après ça que j'ai réalisé que j'avais déjà vu ce gars-là dans différents reportages de lutte. C'est le chef qui fait partie de la saison de Hell's Kitchen, c'est Vincent Van Hurd. H-U-R-D. Et en le googlant, j'ai réalisé que c'est le fils de Luna Vachon. C'est une machine à faire de la bouffe. Le gars, il est incroyable. Écoute, je pense qu'il serait capable de cuisiner pas mal n'importe quoi. Puis il m'a vraiment impressionné. Puis j'étais là, j'ai fait mais juste parce que c'est son gars, j'étais en train d'écouter la saison. Mais tu sais qu'il y en a un autre aussi, que son après-carrière de lutte a été dans la cuisine, c'est Mideon. Ah ouais? Ben oui, tout à fait. Lui, c'est habillé, par exemple. Oui, il fait pas ça tout nu, mais lui avec, c'est un chef là, de gros restaurants. Là. Je te parle pas de flipper des burgers là, au casse-croûte. Non, c'est un chef de renom. Oui, tout à fait. Il s'appelle Dennis Knight ou quelque chose comme ça. McKnight. Oui, c'est ça. McKnight. Oui, c'est ça. Mais moi, là, lui, Mideon, il y a quelque chose que j'avais oublié, par exemple. Hein? J'avais complètement oublié que la première run qu'ils ont faite, là, c'était à WCW. Ah, ouais. Avec Phineas puis... Henry. Henry Godwin. C'était des gars comme du Sud, là, cowboy-ish, là, redneck un peu, puis tout. Là, parce que Southern Justice, leur deuxième gimmick, après qu'ils ont fait toute le niaiserie, c'était badass en salle. Là. Oui. C'était badass jusqu'à temps qu'il y ait le combat contre LOD. Oh, ouais, non, ben c'est ça. C'est ça, mais en tout cas, Non, Mideon, puis écoute, tu sais, le pire, c'est que Mick Foley le raconte. Si vous n'avez pas vu Mick Foley et Spod, c'est le podcast de Mick Foley avec Conrad Thompson, là, allez voir ça, parce que c'est vraiment le fun, parce que, Mick Foley, il est vraiment cool. 2, ben, évidemment, il revisite toutes les affaires que vous savez. Puis, tu sais, là, la fameuse promo du capitaine perdu dans les rues d'Atlanta à WCW, puis ses promos de Kane Dewey à ECW. Il raconte toutes ces affaires-là, mais il en raconte tellement plus qu'on ne sait pas. Fait que c'est super intéressant. Fait que je vous le dis, ça vaut la peine d'aller faire un tour. De toute façon, les affaires de Conrad Thompson, c'est toujours bon. Pour moi, Conrad Thompson, Sean Oliver, c'est les deux meilleurs gars de podcast de lutte
toutes catégories confondues. Là. Conrad Thompson, là, écoute, C'est des noms qui reviennent tout le temps. Ben non, mais Conrad, en plus, c'est le genre de Ric Flair. C'est le gars qui a probablement le plus de mémorabilia de lutte qui valent cher de la terre. Là, c'est débile. Ah, c'est les sûr. bottes de Dusty Rhodes, puis des pancartes de gars, c'est débile. Fait qu'allez écouter ces affaires-là. Sinon, je vais en profiter pour faire un petit peu de poutine administrative, les amis, parce que pour les gens qui sont membres de la Rib Room, j'ai fait un sondage cette semaine là, pour m'assurer que comme vous le savez, on a transféré le Patreon du Coréron. Maintenant, c'est unifié avec le patreon.com/, tout ce qui TV. Vous préservez absolument tous les mêmes avantages. Ça coûte exactement le même prix, mais vous avez des heures et 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 des heures de contenu supplémentaire, c'est-à-dire les shows qui sont rendus disponibles en rattrapage. Ce qui veut dire que évidemment, je vais en reparler dans la Rib Room comme tel, mais les gens qui m'ont déjà signifié qu'ils étaient pour pas traverser, aucune... on va rester des bons amis quand même, inquiétez-vous pas. Mais je veux pas que vous fassiez le saut que vous allez quitter la Rib Room un peu malgré vous, parce que c'est une question d'équité pour les gens qui y adhèrent. De un. De deux, pour ceux qui sont pas au courant, rendez-vous sur patreon.com /, tout ce qui TV pour savoir de quoi il en retourne. Mais est-ce que ça vous donne ce à quoi ça vous donne droit? J'avais dit qu'on ferait le tour de SummerSlam, on n'aura pas le temps. Mais évidemment, c'est qu'il y a un Big Four qui s'en vient, donc watch along. Ça veut dire que moi, je commande ma pizza le samedi après-midi, cette fois-ci, au lieu de samedi soir. Mais on regarde ça en Zoom, toute la gang ensemble. Évidemment, ça veut également dire que vous devez avoir accès au pay-per-view. Là. On ne le stream pas ou rien de ça. Donc, ça fait partie des avantages. Les Big Four, on les regarde en watch-along. Et évidemment, vous avez accès à la Rib Room, c'est-à-dire une communauté privée dans laquelle tout le monde a fait son coming out de fans de lutte. Et bien sûr, des memes, des conversations, des rumeurs, des nouvelles en continu un petit peu. Tout le monde y participe, donc c'est pas mal le fun. Sinon, du côté podcast, c'est plus votre tasse de thé ou que vous ne pouvez être avec nous les mercredis. C'est disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher Android et bien sûr chez nos amis de baladoquebec.ca qui sont nos hébergeurs officiels. C'est notre nouvelle maison. Merci à toute la gang. Donc, voilà. Puis s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, notre présence sur les médias sociaux se résume beaucoup plus maintenant à Twitter parce que je suis recherché par la police de Facebook. Je n'ai pas le droit d'avoir de profil Martin Godette là. C'est une longue histoire, puis c'est pas important. On est sur Twitter principalement. On va assurément être sur Threads aussi éventuellement. Là, on va donc voilà. Fait que sinon, les boys, ça va être pas mal ça parce que là, je sens que mon tireur fou préféré, c'est ici Suburban, a hâte de jouer à Scum. Mais sinon, Steve et JC, donc SummerSlam. Écoute, j'ai bien hâte de regarder ça. Il nous reste un épisode avant SummerSlam. C'est sûr. On va avoir le temps de refaire le tour, puis de faire nos prédictions, puis tout le kit. Puis sinon, nous autres, les boys, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Yes. Bon, il ne reste plus qu'à vous laisser, chers amis, sur le meilleur mash-up de musique de lutte de l'histoire des shows qui sont présentés sur Twitch les mercredis à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand ami et un excellent musicien, d'ailleurs, et très grand compositeur, n'est-ce pas? Super Dave Bérubé. Nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Salut les boys! À très bientôt. Ciao. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.